Chers collègues, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre place. C'est le discours avant ou après? Non, je pense que je fais l'appel. On fait l'appel avant ou le discours avant? Démocratique ne nous a pas fait perdre de vue la continuité de notre mission, celle de porter la voix de la société civile organisée et de relayer les préoccupations de nos concitoyens. Nous avons mis à profit ce temps pour avancer dans les travaux déjà engagés et nous retrouvons aujourd'hui notre rythme ordinaire et notre pleine capacité de proposition et d'interpellation. Ces conseils consultatifs, dans une situation de dépendance politique, un outil au service des autorités qu'ils étaient précisément censés éclairer de manière autonome, totalement indépendante. Alors ainsi, elle altère profondément la légitimité institutionnelle qui leur était conférée dans le cadre normatif de la loi et dénature fondamentalement leur rôle et leur mission. Et cela, en plus, institue de fait une inégalité de fonctionnement démocratique et institutionnel entre les territoires. Même si le CESEC n'est pas concerné, vous le savez, car nous sommes inscrits dans la loi portant statut particulier, nous ne pouvons que nous élever contre cette décision. En effet, rendre optionnelle la représentation organisée de la société civile plutôt qu'envisager leur suppression pure et simple comme en avril dernier pourrait être considéré comme un moindre mal. Mais en quoi la suppression des conseils modernise-t-elle l'action publique? Modernise-t-elle, pardon. Mais en quoi la suppression des conseils simplifie-t-elle la vie économique? Nous avons en fait affaire à un cavalier législatif et des parlementaires vont rapidement déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Cela pourrait d'ailleurs être entendu, mais serait sans doute alors réintégré dans la future loi de décentralisation plus adaptée et qui est en cours d'élaboration. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette disposition recouvre un choix politique clair. C'est en réalité un changement de paradigme qui se dessine, une conception de la démocratie qui est en jeu. Au fil des réformes, souvent à bas bruit, les corps intermédiaires ont été de plus en plus marginalisés et affaiblis méthodiquement les espaces de médiation démocratique. Au nom d'une prétendue efficacité, d'une vision gestionnaire et budgétaire de l'action publique, du libéralisme institutionnel. La démocratie, pourtant, ne peut se réduire au seul moment électoral, aussi fondamental soit-il. Le regard des acteurs économiques, sociaux, culturels, environnementaux, associatifs est essentiel pour structurer le débat public, enrichir la décision, garantir une représentation pluraliste d'intérêts divers et ainsi permettre d'éviter les décisions hors sol, les politiques déconnectées, les fractures aggravées. Une démocratie sans corps intermédiaire est en effet une démocratie appauvrie. Une démocratie qui se réduit à un face-à-face entre un exécutif puissant et des citoyens isolés. Et c'est donc une démocratie déséquilibrée. Et nous savons où mènent les déséquilibres, à la défiance, à l'incompréhension et finalement à la crise démocratique. Alors, par ailleurs, on ne peut passer sous silence les autres dispositions qui participent de la même volonté politique de déréglementation. Les ZFE sont supprimés et détricoter la loi ZAD. Ils seront d'ailleurs inclus, évidemment, vous en doutez, dans le recours au Conseil constitutionnel. Cela traduit un recul des instruments de régulation environnementale et sociale au profit d'une logique de court terme qui privilégie certes la liberté d'usage du territoire et la réduction des contraintes, mais qui fragilise les objectifs de transition écologique et de planification durable.
Ce débat intervient dans un contexte mondial traversé par des crises systémiques, politiques, écologiques, culturelles. Les défis sont nombreux et appellent des réponses complexes, construites, débattues. Elles exigent plus de dialogue, plus d'échanges, une expression plurielle, plus d'intelligence collective et non l'inverse. Et pourtant, c'est au moment même où ces besoins s'affirment que certains choisissent de réduire les outils qui permettent d'y répondre. Alors, on se souvient qu'en avril dernier, l'Assemblée de Corse avait pris une motion à l'unanimité de soutien au Conseil consultatif. Et je voudrais ici saluer son engagement et remercier plus particulièrement le président Gilles Simeone et le Conseil exécutif pour la reconnaissance de la pertinence du CESEC et de l'intérêt de ces travaux qu'ils ont toujours affirmé. La qualité de leur écoute a permis d'instaurer une relation de travail respectueuse, utile et efficace, et qui est, disons-le, précieuse. Le président Gilles Simeone, récemment élu à la mairie de Bastia, va démissionner de ses fonctions à la tête de l'exécutif territorial. Et dans les prochains jours, l'Assemblée de Corse procédera à la réélection de l'exécutif dans son ensemble. Si sa composition devait a priori rester inchangée, un nouveau président serait appelé à en assurer la direction. Si cette évolution ne constitue pas une rupture politique, mais s'inscrit plutôt dans la continuité, elle ouvre néanmoins une nouvelle séquence. Séquence où, nous en formulons le vœu, la place du CESEC ne sera pas seulement maintenue, mais renforcée. Il est de notre responsabilité collective, exécutif comme société civile, de continuer à démontrer la capacité du Conseil à enrichir par ses propositions la décision publique. Ce moment doit être aussi l'occasion d'approfondir les pratiques démocratiques et de permettre d'intégrer davantage les contributions issues de la société civile. Nous aurons rapidement à réfléchir avec les élus aux évolutions du Conseil qui pourraient être proposées dans le cadre de la perspective d'autonomie. Nous reprenons aujourd'hui nos travaux dans le même esprit, inscrits dans une démarche de critique constructive, de co-construction, acteurs déterminés que nous sommes de la transformation et de toutes les transitions nécessaires. Un laboratoire d'idées au service de l'intérêt général et du bien commun, capable d'améliorer les politiques publiques grâce à sa proximité, sa connaissance du terrain. Alors, le fracas du monde dans lequel nous vivons depuis trop longtemps a des incidences concrètes sur le quotidien des Corses. Les tensions globales se répercutent sur notre territoire, qui en est le récepteur fragile et un révélateur souvent amplifié des déséquilibres contemporains. Les médias d'ailleurs régionaux titraient justement il y a quelques jours une économie à la merci des chocs mondiaux. Ainsi, le conflit au Moyen-Orient, qui s'est intensifié depuis 2024 pour devenir un affrontement multipolaire complexe, n'est plus une crise lointaine. Elle nous affecte fortement. L'instabilité du détroit d'Ormuz et les tensions en Méditerranée orientale ne sont plus des concepts uniquement géopolitiques, ce sont des centimes de plus à la pompe et des euros en moins sur le ticket de caisse. L'inflation importée, portée par la volatilité des marchés de l'énergie, frappe une population déjà vulnérable. Le CESEC de Corse alertait déjà à de nombreuses reprises sur le fait que le pouvoir d'achat des ménages corses s'est dégradé de 4,2% en moyenne sur l'année 2025. Cette situation crée un terreau de précarité que nous avons le devoir de prendre en compte. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons un compte-rendu des travaux qui ont été effectués par un groupe de travail pour proposer des fiches actions et avec des propositions concrètes pour lutter contre la précarité et contre le fait de tomber progressivement dans la pauvreté. D'ailleurs, je voudrais remercier le travail exemplaire qui a été mené dans la rapidité et dans les délais impartis par le groupe de travail piloté par Hyacinthe Choury. Le paroxysme de cette crise que je viens d'évoquer a été atteint il y a quelques jours seulement. Le blocage des ports de Corse par les pêcheurs
excédé par l'explosion des prix du gasoil marin et l'absence de visibilité sur les aides européennes, a paralysé notre économie. Comme le rapportait Corse ce matin dans son édition du 8 avril, l'île a frôlé l'asphyxie logistique. Nous avions prévenu dès la fin de l'année 2025 que la structure des coûts du secteur de la pêche et du transport de fret n'était plus soutenable. C'est en particulier, et vous l'avez vu dans les différents articles qui sont parus ces derniers temps, cette crise a des impacts très importants sur la saison touristique. On a déjà des grandes alertes sur les problèmes qui vont se poser dans les mois qui viennent. Alors je crois qu'on aura à réfléchir aussi sur cette question qu'on avait évoquée à plusieurs reprises, de voir comment on pourrait développer une économie plus productive et être moins dépendant du tourisme. La sortie de crise actée par la table ronde du 9 avril dernier sous l'égide de la collectivité de Corse et de la préfecture a permis de trouver des solutions conjoncturelles, mais les restons lucides, ce sont des pansements sur une plaie ouverte. La Corse ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour que des mécanismes de compensation s'activent lorsque le litre de carburant dépasse les seuils critiques. Alors nous devons être vigilants, plus réactifs, pour relayer les préoccupations de nos concitoyens, être leur porte-parole, leur caisse de résonance. Plusieurs chantiers, vous le savez, nous attendent. Certains devront être poursuivis, approfondis, consolidés. D'autres devront être engagés sans tarder pour répondre aux enjeux émergents. Plus que jamais, notre rôle est d'alerter, d'anticiper, de proposer. Nous devons également organiser des temps forts, visibles, ouverts, qui permettent de remettre la société civile au cœur du débat public, la rendre plus visible auprès des acteurs du territoire, mieux la faire connaître. Le travail habituel qui consiste à examiner les saisines pour avis sur les rapports du Conseil exécutif va se poursuivre bien sûr avec rigueur. Mais nous allons au-delà. Nos propres saisines sur les transports, la ruralité, le bloc éducatif sont autant de briques pour la Corse en 2050. Et bien sûr, maintenant que le calendrier national semble consolidé, reprendre des travaux autour de la question de l'autonomie et de l'évolution institutionnelle. Donc vous le voyez, la période qui s'ouvre va donc être une période de travail intense et d'engagement renforcé. Alors pour conclure, dans un moment où certains choisissent de rendre la société civile optionnelle, nous devons nous démontrer par nos travaux qu'elle est indispensable, car nous sommes les forces vives qui contribuent à rendre la démocratie vivante, en nourrissant le débat et en reliant concrètement les citoyens au lieu de pouvoir. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à l'appel. Merci, Président. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Aker Cesa Véronique, Andréane et Christian, Angélette et André, Barbé Michel, non. Battestini Antoine, Bennett et Frédéric, Biagi Michel, Bouddha Jérôme, Brassé Pasquale, Brigno Lijean a donné procuration, Canary Lijean, Canac Padovani Magali, Casabianca Charles, Casabianca François, Casanova Mathieu, Cesari Alexandra, Choury Hyacinthe, Cianfarani Françoise, Clémenceau Fieschi Patrick, Clémenti Jean-Pierre, Cook Génovese Laetitia, D'Alcoletto Jean va arriver, De Peretti Nicolas a donné procuration, Doraz Xavier a donné procuration, Dubreuil Vec Hélène, Frédérici Dominique a donné procuration, Fédi-Jeanne, Marie-Jeanne, pardon, j'ai tendance à débaptiser, rebaptiser les gens, pardon. Philippe et Bernard, Philippe et Hélène, Fondacci François, Giacomoni Léon, Gianni Jean-Jacques,
Guidicelli Jean-Pierre, Godina Jean-Pierre, Liberator Ruggieri Cécile, Lothar René, Luciani Denis, Luciani Jean-Pierre, Marcaggi Antoine, Marcelli Nicolas et Marie-Désirée Adonné procuration, Minéo Fabien, Napoli Anthony, Nicoli Marie-Jeanne, Ninu Marc, Nobili Laure, Novella Christian, Oliasto Fabrice, Hollandini Jean-Thomas, Pantaloni Paranovski Julie, Patobine, Ritori Jean-Jacques, Royer Vincent, Robini Pierre-Jean a donné procuration, Salducci Valérie a donné procuration, Salducci Salvatori Marie-Josée, j'y suis, Santoni Pierre, Souzini Jean-Dominique, Trogiani Paul, Valèse Don Louis, Venturini Stéphane, Vital Pierre et d'Alcolette aux gens. Je te marque présent, je viens de te voir arriver. Voilà. Merci, Madame Salvatori. Nous avons le quorum, bien que nous soyons un petit peu moins nombreux qu'à notre habitude. Juste une information, vous avez sans doute pu le constater lors de réunions de commission. Monsieur Antoine Aiello, représentant de l'université, a été remplacé par le président de l'université, Monsieur Federici. Et nous aurons d'ici le mois de juin probablement d'autres modifications dans les représentants de certaines institutions. Nous allons donc maintenant procéder au vote du procès-verbal de la séance plénière du mardi 27 janvier. Premier point à l'ordre du jour, y a-t-il des souhaits d'intervention au sujet de ce procès-verbal? Non. Je ne vois aucune main levée, donc nous allons procéder au vote. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, mais je vous remercie. Donc le PV de la séance plénière précédente est adopté à l'unanimité. Donc nous allons procéder maintenant à l'examen des projets d'avis sur saisine du président de l'exécutif de Corse. Alors, premier projet d'avis qui est à examiner et ensemble, c'est l'acquisition du manuscrit de la Giustificazione de Don Gregorio Salvini, rapporteur pour la Commission Azione Culturale, Denis Luciani. Tiens. Salute. Allora, la giustificazione della rivoluzione di Corsica e della ferma risoluzione prese dai corsi di mai più sottomersa al dominio di Genova est un ouvrage publié en 1758 par Don Gregorio Salvini, dans lequel il donne à la révolution corse une formulation intellectuelle structurée. Devenu ouvrage de référence à cette époque, il fera l'objet d'une seconde édition commandée par Paoli. Aujourd'hui, la collectivité de Corse porte acquéreuse de la deuxième partie du manuscrit transmis de génération en génération au sein de la famille Salvini. Ce bien patrimonial est d'une valeur historique et symbolique exceptionnelle, tant au regard de l'histoire de la Corse que de son retentissement dans l'Europe des Lumières du XVIIIe siècle. Cette acquisition pour la somme de 180 000 € est faite dans le cadre d'une procédure de marché public prévue pour l'acquisition de biens patrimoniaux uniques. L'objectif de cet achat est de faire entrer dans le patrimoine commun un document fondamental de l'histoire politique de l'île et de l'inscrire l'ouvrage dans l'inventaire réglementaire du musée de Mont-Rosalia pour le préserver, le transmettre et en favoriser la connaissance par le public insulaire. Un document fondamental pour la Corse. Le CESEC souligne le caractère essentiel de ce manuscrit pour la Corse et les Corses. Il s'agit en effet d'un texte qui légitime, dans une formulation intellectuelle forte et structurée, la révolution corse contre la domination et la tyrannie d'Eugène. C'est pourquoi il estime que cette acquisition est importante.
Toutefois, le CESEC s'interroge sur l'absence de réponse de la Bibliothèque nationale de France au courrier de la collectivité de Corse, qui, dans un premier temps, donnait un avis favorable sous condition. Il semble acquis, néanmoins, que ce document sera bien inscrit à l'inventaire du patrimoine, lui donnant un caractère inaliénable, qui mérite d'être présenté à tous. Par ailleurs, en raison de l'importance de ce texte, le CESEC insiste sur la nécessité de le rendre accessible tant aux chercheurs qu'à la population, numérisation, exposition, actions de contextualisation à destination des scolaires, actions de médiation. Enfin, il demande que soit faite une traduction en langue corse de ce document. Le CESEC émet un avis favorable sur ce rapport. Merci, Monsieur Luciani. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Andréagne. Oui, bonjour. On ne peut que se féliciter de cet achat, au-delà bien sûr de toutes les discussions qu'il peut y avoir, le prix, tout ça. Je rappelle quand même qu'on mesure la qualité culturelle d'un pays à ses collections. Je rappelle que la Corse structure ses actions en matière d'achat. Un musée n'est valable que s'il a des collections, et bon nombre de trésors de la Corse sont encore à rapatrier au niveau de l'archéologie notamment, au niveau du muséum d'histoire naturelle. Donc en fait ce sont des procédures importantes. Mais manifester l'intérêt pour ce document, c'est un manuscrit, ce n'est pas un ouvrage imprimé, et c'est aussi enrichir les collections de la Corse. Et ça, c'est un domaine extrêmement important sur lequel il faudra continuer à travailler. Il y a un effet d'opportunité sur ce type de document. On ne peut récupérer ce type de document que quand il y a des décès ou quand il y a des transferts de collections, avant que ça ne passe dans le domaine public et en enchère publique. Et ce type de document a été soustrait par une mesure de prévention à la mise sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de documents sur la Corse, les prix s'envolent. Donc, c'est encourageant de voir que le service patrimoine de la collectivité culture se préoccupe de faire revenir ces trésors nationaux. Merci, Monsieur Bouddha. E giusto una piccola precisione per ciò che ha detto Cristian, di sicuro di un incontro di sapere che su documenti da ragioni o comune, ma quantunque a questione di un prezzo pagato più caro che è stato pagato più caro che ciò che dicono gli specialisti, intanto ai enti che sono stati consultati per fare qui, per me, in un contesto in due nosemi, in due a creazioni in lingua corsa, per esempio, un'amica forse sempre sostenuta, in due latori culturali, in due latori sociali, sono obbligati a fare qualche sforzo finanziari e economici. Mi pare che c'è un punto importante in questo qui, che è che mi ha pagato più caro un documento che ciò che costa da un punto di vista di specialisti. Ha di sicuro l'importanza storica, culturale, patrimoniale, tutto ciò che noi vogliamo. Ma intanto firmerà comunque su fatto qui. Merci, Monsieur Bouddha. C'est un point que nous avons soulevé. Et l'argument, vous l'avez entendu probablement comme nous tous, qui a été avancé par la collectivité, par Anne-Laure Santucci, c'était pour éviter qu'il soit mis sur le marché et qu'il puisse être payé par un acquéreur privé, un prix au-delà de ce qui a été proposé. Mais c'est vrai que c'est une question qui méritait d'être soulignée. D'ailleurs, juste un point, et pour terminer, oui, je te laisse la parole, pardon. Il y avait un avis favorable sous condition des experts. Mais il nous a été répondu, et ça a l'air d'être acté et acquis, qu'il serait levé et que, effectivement, le manuscrit serait versé au musée de Morosailles et qu'il aurait un caractère inaliénable. C'est ce qui nous a été confirmé par les intervenants. Denis et ensuite Monsieur Godina.
E per una precisione, il prezzo era meno caro che è stato da Vamida Salvini che ha da dire, un nemico, è stato valutato da un esperto di collettività, che è Polverelli, e che l'ha dato sul prezzo. E a Vamida che ha da dire un prezzo meno caro. E l'esperto di collettività ha detto che il prezzo sarebbe questo. Ecco, non è mica stato fatto più caro che l'esperto, è stato fatto più caro che il prezzo che da dire a Vamida. E hanno fatto questo giustamente per bloccare ogni diciamo, soprappiù che sarebbe messo se era un altro mercato. Monsieur Gaudina. Justement, si la famille demande un prêt de 120 000 euros, pourquoi enchérir? C'est ça qui me paraît un peu bizarre. La famille Salvini veut 120 000, on le propose 180. Et dans le même temps, on demande à tous les acteurs culturels. C'est bizarre. Et dans le même temps, on demande à tous les acteurs culturels de faire en sorte de. Mais je redis qu'effectivement, on l'a souligné, on l'a dit, et que ce qui a été avancé. Oui, mais non, on l'a pas écrit sur l'avis. Non, on n'a pas écrit sur l'avis car il a été répondu que les conditions étaient levées et qu'il n'y aurait aucun problème pour qu'effectivement il soit versé au musée de Morosailles et qu'il ait un caractère inaliénable. Et en plus, si vous voulez, la question c'est que, vous l'avez compris d'ailleurs, l'acquisition a été faite et on vient apporter un avis pour régulariser une situation qui a déjà été actée et entérinée. Pardon, hein, 2 secondes, juste la dimension inaliénable. Est-ce à dire que la dimension inaliénable coûterait 60 000 euros? Si c'est l'argument. Un moment, parce que toute acquisition publique d'une œuvre de document en France a un caractère inaliénable à partir du moment où ça entre. Voilà. Donc, c'est une. Excusez-moi, ne parlez pas tous en même temps. C'est le caractère inaliénable, la capacité d'être versé à un musée de France passe par l'approbation de la BNF. C'est pour ça qu'il y avait cette question d'acquisition sous condition. Mais ça semble, on ne l'a pas indiqué car on nous a dit de manière absolument affirmative que la conditionnalité était levée et que le manuscrit serait bien versé aux collections du musée de Morosailles et aurait ce caractère inaliénable conféré par la décision de l'État. Madame. J'ai pas pris part à la discussion, mais j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit quand on s'est regroupé. Travaillant dans un musée, je vous dis que toute œuvre qui rentre dans les musées, que ce soit la collection du musée Morosailles ou du musée de la Corse, les œuvres donc rentrent dans les collections et à partir du moment où elles sont dans les collections, elles deviendront inaliénables. C'est un fait. Et autre chose, je voulais vous reprendre, mais le jour, bon, comme on ne peut pas prendre parti à chaque fois, au niveau de la conservation, c'est le but. Mais il n'y a pas que celui-là, puisque le but d'un musée, c'est de faire aussi connaître, c'est ce que nous faisons. Donc, il va retrouver les collections comme d'autres collections concernant Pascal Paul, mais ça, au niveau du prix, je le dis, c'est rien par rapport à ce qu'on a acheté auparavant. C'est symbolique, et entre nous, puisqu'on parle de Paoli, en veux-tu, en voilà, eh ben, c'est bien que la justification, enfin en tout cas une partie qui comprend aussi une biographie très importante des gens qui ont participé à cette période-là, rentre dans les collections. C'est tout ce que j'avais à dire, parce que je ne peux pas toujours prendre la parole, puisque c'est mon domaine de travail, mais je voulais l'ajouter. Merci. Bien, nous allons pouvoir procéder au vote de ce projet d'avis. Qui ne participe pas au vote ? Cécile, vous avez le droit de participer. Donc, vous ne participez pas au vote.
Qui... Oui, c'est bien ce que j'avais conclu. Qui s'abstient? Qui vote? 2 abstentions. Qui vote contre? Bien, mais je vous remercie. Ce projet d'avis est adopté. Prochain avis à examiner, projet d'avis à examiner de la commission environnement présenté par Denis Luciani. La révision du règlement des aides au logement et à l'habitat, una casa per tutti, una casa per ognuno. Monsieur Luciani. Comme l'avis est très long, je vais commencer à la 2e page, à la ligne 83. Hein. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, peut-être commencer puisqu'il y a des recommandations dès la ligne 56. Ah bon, observation, connaissance et mutualisation. Ah pardon, je me trompe, excusez-moi. J'avais bien dit 80. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée. En effet, c'est bien la ligne 83, pardon. Ligne 83, donc à partir des recommandations. Donc, alors, une régulation du marché du logement en Corse encore insuffisante face aux dynamiques spéculatives. Le CESEC souligne que les tensions sur le marché du logement demeurent particulièrement fortes dans un contexte marqué par un déséquilibre persistant entre une offre et la demande, un faible taux de vacances et une progression significative des meublés de tourisme dans certaines zones. Il estime que malgré les dispositifs en œuvre, les phénomènes de spéculation foncière et immobilière continuent de produire des effets importants, certains acteurs étant en capacité de tirer parti des opportunités existantes. Le CESEC s'interroge sur l'effectivité des mécanismes de régulation proposés, notamment en matière de contrôle et de mise en œuvre concrète des obligations, en particulier celles relatives aux usages des logements et aux prescriptions architecturales et environnementales issues des cahiers de recommandations du CAUE de Corse. En conséquence, le CESEC recommande de renforcer les dispositifs de contrôle et de suivi des opérations soutenues afin de garantir le respect des engagements pris, notamment en matière de destination des logements en résidence principale. La maîtrise du foncier comme condition déterminante de l'efficacité des politiques publiques. Le CESER considère que les outils existants en matière d'acquisition foncière et d'intervention publique doivent être pleinement mobilisés et mieux valorisés. Il souligne l'intérêt de mobiliser les outils juridiques existants permettant de prendre en compte le lien au territoire, notamment à travers la notion de centre d'intérêt matériel et moraux, telle qu'elle a été retenue dans la délibération de l'Assemblée de Corse de mars 2021, relative à la définition de critères établissant ce lien. Dans cette perspective, le CESEC estime que ces outils peuvent constituer un levier complémentaire dans la lutte contre les phénomènes de spéculation extérieure. Le CESEC souligne également l'importance de permettre aux communes de constituer des réserves financières dédiées à l'acquisition foncière. Il préconise ainsi de renforcer les capacités d'intervention des communes en matière foncière, en favorisant notamment la constitution de réserves foncières et en améliorant la lisibilité des dispositifs existants. Un rôle central des communes nécessitant un accompagnement renforcé et mieux structuré. Le CESEC souligne que les communes constituent un acteur déterminant de la mise en œuvre des politiques de l'habitat. Il constate toutefois l'existence de difficultés d'accès aux dispositifs liées à un niveau d'information inégal, à des capacités d'ingénierie variables et à une mobilisation parfois limitée des outils disponibles. Il se félicite qu'une offre d'accompagnement et d'assistance technique par la plateforme PAES-ID évolutive testée par les élus de la Chambre des territoires le soit désormais proposée. Le CESEC relève également des situations de non-recours ainsi qu'un besoin de renforcement de l'information, certes à destination des élus, mais aussi des services communaux, qui sont souvent chargés de la constitution des dossiers. En conséquence, le CESEC recommande de renforcer l'accompagnement des communes, notamment par une amélioration de l'information et de la communication sur les dispositifs existants, un appui renforcé en ingénierie pour le montage et le suivi des projets, un mariage territorial permettant un accès plus équitable aux dispositifs. 4. Une articulation
à consolider avec des documents d'urbanisme et des cadres de planification. Le CESEC souligne le rôle déterminant des documents d'urbanisme dans la mise en œuvre effective des politiques de l'habitat. Le CESEC rappelle qu'il a, à plusieurs reprises, préconisé de conditionner des aides publiques à l'existence de documents d'urbanisme afin de garantir la cohérence des projets et leur inscription dans une stratégie territoriale maîtrisée et durable, en fonction notamment des diagnostics effectués au sein des PADD et des PLU. Les PADD et des PLU qui doivent déboucher sur des projets structurants priorisés par le nouveau dispositif. Il convient toutefois que la CDC, par son dispositif d'aide au logement et à l'habitat, pallie l'absence de projet de territoire en la matière, qui s'applique par le défaut du document d'urbanisme au sein d'un nombre conséquent de communes et par la non-comptabilité de certains d'entre eux avec le PADUC. Le manque de perspectives structurantes de quelques-uns et la nécessaire révision de la totalité pour y intégrer les dispositifs législatifs récemment adoptés, il considère que l'existence des documents d'urbanisme ne garantit pas à elle seule leur adéquation aux objectifs poursuivis, certains documents pouvant présenter des orientations insuffisamment encadrés, en particulier ceux antérieurs à l'adoption du PADUC. Le CESEC préconise à nouveau qu'il convient d'inciter et d'accompagner les communes à l'élaboration ou à la révision des documents d'urbanisme, qui sont des outils structurants d'aménagement du territoire communal, indispensables à une mise en place d'un cadre de gestion durable des communes, notamment pour se prévaloir des phénomènes spéculatifs en matière d'habitat et de logement, qui soient réellement adaptés plutôt que de conditionner strictement l'accès aux aides de leur seule existence. Et ce, d'autant plus que par l'application de la loi ZAN en 2028, toute constructibilité sera impossible dans les communes dépourvues de documents d'urbanisme, qui exclura la construction de lotissements communaux aidés, et par l'application de la loi Lemeur, qui permet aux communes de créer une servitude de résidence principale à condition qu'elle soit dotée d'un PLU. Le CESEC met également en évidence la nécessité de mieux appréhender et définir méthodologiquement au sein de la révision du PADUC la notion de capacité d'accueil. Dans sa nouvelle version précisée dans l'article L 121-1 du Code de l'urbanisme, de manière qualitative et transversale, intégrant notamment les contraintes environnementales, touristiques, les risques naturels et les dynamiques territoriales, et de ne pas baser essentiellement les réflexions à ce sujet sur la notion de démographie résidentielle projetée d'un territoire. Il suggère d'examiner par exemple une étude affectée dans ce sens par le GIP Littoral en 2030 et pouvant potentiellement servir de support à cette réflexion. Il souligne enfin le décalage temporel entre la mise en œuvre immédiate des dispositifs et l'attente de l'évolution du PADUC, créant une incertitude sur le cadre de référence à moyen terme. En conséquence, le CESEC préconise de faciliter l'élaboration et l'adoption de documents d'urbanisme, de développer les méthodologies partagées pour la définition de la capacité d'accueil, de renforcer la cohérence des dispositifs d'aide et les orientations des documents de planification. 5. Une nécessité de renforcer la lisibilité, la priorisation et l'évaluation des dispositifs. Le CESEC souligne que la lisibilité des dispositifs d'aide constitue un enjeu important pour l'appropriation par les acteurs locaux. Il estime que les modalités de bonification des montants selon les strates des communes ne permettent pas de dépasser les limites actuelles dans l'accès aux dispositifs des communes les moins bien dotées. Il conviendrait, selon le CESEC, de s'orienter vers des modalités de priorisation et des projets en explicitant les intentions de l'action publique dans les effets structurants et dans les localisations visant un rééquilibrage territorial. Le CESEC s'interroge également sur l'absence d'éléments détaillés relatifs aux demandes non satisfaites, à la répartition territoriale des aides, au niveau de recours aux dispositifs. En conséquence, le CESEC recommande de concevoir et d'expérimenter des critères de priorisation des projets, de renforcer des outils de suivi et d'évaluation, d'améliorer la transparence des données relatives à la mise en œuvre des dispositifs. 6. Une approche à approfondir en matière de modèles de développement et de filières locales. Le CESEC souligne que la politique du logement doit s'inscrire dans une approche globale intégrant les dimensions sociales et environnementales et qu'elle ne peut être dissociée des dynamiques de développement économique conditionnant la capacité des résidents à accéder au logement. Il estime que certains leviers devraient être davantage mobilisés, notamment en matière de structuration des filières locales et d'intégration de l'économie sociale et solidaire. Le CESEC relève également l'intérêt de certains dispositifs visant à favoriser l'accès au logement en résidence principale, tels que le bail réel
et solidaire, récemment introduit dans le cadre du présent règlement. Il s'interroge toutefois sur les conditions de mise en œuvre et d'appropriation de ces dispositifs, ainsi que sur leur capacité à produire des effets significatifs à l'échelle du territoire. Il s'interroge également sur la prise en compte de certaines catégories de besoins spécifiques, notamment en matière de logement étudiant. En conséquence, le CESEC préconise d'encourager le recours aux matériaux locaux et aux filières de production territoriale, de mieux intégrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les dispositifs, de veiller à une mise en œuvre effective et à une évaluation des nouveaux outils tels que le bail réel et solidaire, d'approfondir l'analyse des besoins spécifiques, notamment pour certains publics. Une prise en compte nécessaire des dynamiques démographiques et territoriales. Le CESEC souligne que les évolutions démographiques et les équilibres territoriaux constituent des éléments structurants de la politique du logement. Il met en évidence les dynamiques contrastées marquées par un vieillissement de la population et des évolutions différenciées selon les territoires. Le CESEC estime que ces éléments doivent être pleinement intégrés dans la définition des besoins et dans la planification des politiques publiques. En conséquence, il recommande d'adapter les dispositifs aux réalités territoriales, d'intégrer davantage les dynamiques démographiques dans les outils de planification. Une clarification nécessaire des objectifs poursuivis en matière de production de logement. Le CESEC souligne que la question de la finalité des politiques de logement constitue un enjeu central. Il estime que la production des logements doit être orientée prioritairement vers la satisfaction des besoins en résidence principale. Le CESEC considère que la distinction entre les différents usages des logements, résidence principale, secondaire, usage touristique, doit être qualifiée et mieux encadrée. En conséquence, le CESEC préconise de renforcer l'orientation des dispositifs vers le logement permanent et de préciser les objectifs poursuivis en matière de destination des logements. En conclusion, le CESEC émet un avis favorable sur le projet de révision du règlement des aides au logement et à l'habitat. Il s'inscrit dans un contexte de tensions structurelles persistantes sur le marché du logement en Corse, nécessitant une adaptation continue des outils de l'intervention publique. Il estime que ce nouveau cadre constitue une évolution importante, notamment pour le renforcement du rôle des communes et la volonté affirmée d'orienter la production de logements vers la résidence principale. Toutefois, il considère que son efficacité dépendra étroitement des conditions de mise en œuvre, en particulier en matière de régulation, de maîtrise foncière et d'accompagnement des territoires. Le CESEC insiste sur plusieurs enjeux structurants, tenant à la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle afin de garantir l'effectivité des mesures engagées, à l'importance de développer une véritable stratégie foncière permettant aux collectivités de maîtriser durablement l'accès au foncier, au besoin d'accompagner davantage les communes, tant en matière d'ingénierie que d'information afin d'assurer un accès équitable au dispositif, à l'impératif de mieux articuler les politiques d'habitat avec les documents d'urbanisme et les cadres de planification, notamment dans l'attente d'évolution du PADUC, à la nécessité de clarifier les objectifs poursuivis en matière de production de logements, en affinant la priorité donnée à la résidence principale et en priorisant les effets de rééquilibrage territorial. Au regard de ces éléments, le CESEC considère que la réussite de ce règlement repose sur la capacité d'inscrire dans une approche globale, articulant les politiques de logement, les stratégies frontières, le développement économique, équilibres territoriaux, afin de répondre durablement aux besoins des résidents permanents. Merci. Monsieur Novella. C'est un très bon avis, simplement. À la ligne 167, vous avez, dans sa nouvelle extension, la notion de capacité de laquelle, dans sa nouvelle extension précisée dans l'article 121, 21. Il faut mettre 21. 1 au lieu de 1. C'est L121, 21. Ensuite, en 128, bon, je m'exprime parce que c'est moi qui avais demandé, qui avait fait remarquer ça. On dit que, en 122, le CESEC se félicite qu'une offre d'accompagnement et d'assistance technique par la plateforme PAES-ID évolutive et testée par des élus de la Chambre de leur soit désormais proposée. En fait, c'est une ingénierie. C'est pour ça que, quand on dit en ligne 132, on demande un appui renforcé en ingénierie pour le montage et le suivi des projets. Or, PAES-ID, c'est une ingénierie qui est proposée. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, si on propose, il y a une ingénierie qui est proposée, et ensuite, après, on dit on en demande une. Donc non, il faut barrer cette ligne, à mon avis. C'est en fait un renforcement, plutôt que, puisque c'est un appui renforcé.
C'est pas... En fait, si on regarde bien dans les annexes, PAES-EDI, c'est une ingénierie complète, hein, d'appui aux communes. Donc on ne peut pas demander une ingénierie importante alors qu'elle a été créée, pour une fois qu'elle a été créée, quoi. Voilà, regardez dans le rapport PAES-EDI. On recommande simplement de la renforcer. Peut-être que c'est pour appuyer, justement. Elle est déjà importante. Là. Si vous lisez dans l'annexe, vous allez voir. Hein, c'est ça. Bon, ça me paraît un peu, voilà, pour une fois qu'ils font quelque chose de très bien. Bien, si tout le monde trouve que c'est redondant. Ce qui fait qu'à la fin, à ce moment-là, si vous acceptez, à la fin, il faut revoir aussi la ligne où on fait la synthèse, où on demande aussi une ingénierie à la nécessité, à l'importance, au besoin d'accompagner, 265, au besoin d'accompagner davantage les communes, tant en matière d'ingénierie que d'information. Bon, d'information, oui, mais d'ingénierie, c'est fait, quoi. Voilà. La question qui est en filigrane, c'est de savoir si PAES-EU, qui effectivement propose une ingénierie complète, comme vous le dites, est suffisante pour assister l'ensemble des communes. C'est plutôt cette question-là, c'est-à-dire le nombre effectivement de personnes et de communes qui pourraient demander ce soutien. Il me semble que c'était ça que ça voulait dire. Mais si vous trouvez que c'est redondant, si l'ensemble des collègues trouvent ça redondant, on peut le... Oui. Monsieur Dalcolette. Simplement, si on modifie la phrase en maintenant quand même l'aspect du renforcement, une amélioration de l'information et de la communication, une amélioration de l'information et de la communication sur les dispositifs existants, aboutissant à un appui, voilà. Voilà. C'est en fait ce qu'on demande, c'est l'information sur l'appui nouveau, quoi. Simplement, si au lieu de supprimer l'alinéa un appui renforcé, on demande que l'information. Mais est-ce qu'on pense que c'est un déficit d'information? Non, pas nécessairement. La question, c'est juste de considérer qu'effectivement, il existe un appui en ingénierie qui est complet, comme le disait Monsieur Noville, mais savoir si effectivement ça suffit pour l'ensemble des demandes qui pourraient être exprimées. C'est un peu ça, quand je crois on insiste sur l'appui renforcé, c'est-à-dire effectivement donner les moyens que ce dispositif puisse répondre à l'ensemble des demandes. Enfin, c'est comme ça que, en tout cas, on l'avait interprété. Je pense que c'est ainsi que ça a été rédigé. Mais on verra s'il convient de considérer que c'est redondant. Monsieur Choury. Oui, merci. Bien souvent, les dispositifs vertueux de la collectivité ne sont pas promus. C'est-à-dire qu'ils existent, ils sont là, mais la démarche est toujours à faire par celui qui en a besoin. Je pense que là, si ce dispositif, comme le dit Christian, est valable, c'est sa promotion qu'il faut pousser, pas son renforcement. Et donc peut-être que l'alinéa en question, ça pourrait être intégrer les deux lignes en disant, si on peut le remettre, à la fin, là, si on peut le remettre à la fin, ça simplifie. Voilà. Où est-ce que c'est ? Voilà. Voilà. Une amélioration de l'information et de la communication sur les dispositifs existants et sur l'ingénierie proposée pour le montage et le suivi des projets. C'est-à-dire en faire la promotion, pas attendre qu'un maire ait déjà pris une décision, une orientation pour faire quelque chose et demande l'aide de la collectivité, parce que même avant que le dispositif soit en place, la collectivité soutenait déjà les projets communaux. Peut-être qu'elle le fait mieux avec PAES-IDEA. Mais par contre, la promotion auprès des maires, comme la promotion auprès du public sur d'autres dispositifs intéressants de la CDC, est rarement suffisante quand c'est pas rarement faite. Et merci. Donc, je propose ça. Mais il me semble que
cette précision est apportée à la ligne 130 parce qu'une amélioration de l'information et de la communication sur les dispositifs existants, c'est bien une demande effectivement que... Et par ailleurs, il me semble que effectivement, ce que je disais à l'instant sur la nécessité d'un appui renforcé, c'est qu'on précise dans la ligne suivante un maillage territorial permettant un accès plus équitable au dispositif. C'est bien qu'effectivement, il y a certaines communes qui n'y ont pas accès. Voilà, donc moi, il me semble que les idées sont bien exprimées, donc à vous de dire si il vous semble utile de supprimer cette phrase et si tout le monde est d'accord pour modifier la conclusion et pour supprimer un appui renforcé en ingénierie pour le montage et le suivi des projets. Moi, ce qui me semble quand même être simplement une demande de donner les moyens à ce dispositif de pouvoir répondre à toutes les attentes et à toutes les demandes. Non, moi, j'étais intervenu au début en me félicitant, je l'avais dit à M. Paolini, de ce dispositif, parce qu'en annexe, il était bien expliqué. C'est-à-dire il y avait un guide pratique, il y a un logiciel, enfin quelque chose d'important qui incite les communes à faciliter et à simplifier les demandes et les documents. Voilà, j'arrive plus à le retrouver, là, mais dans les annexes, c'est ça qui m'avait impressionné maintenant. Monsieur Luciani. Merci. Pour changer un peu d'orientation, donc la ligne 144, puisque on met en avant le fait qu'il y a un problème de défaut justement sur les documents d'urbanisme, mais je crois qu'aujourd'hui, on va dire les 2/3 de la population sont aujourd'hui soumis à un document d'urbanisme. Ce n'est pas en nombre de communes, mais c'est en nombre d'habitants, pardon. Donc voilà. Alors d'autant que les communes, donc il y aura une obligation, bien évidemment, en 2027, d'avoir un document d'urbanisme, puisqu'ils ne seront plus aidés dans le cadre où une commune n'a pas fait la démarche nécessaire. Il faut quand même préciser entre la commission, la CTPNAF qui donne des avis justement, que ce soit des avis conformes ou pas, sur les documents d'urbanisme, parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier justement sur ces saisies automatiques qu'il y avait contre cette commission. Aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qui est menée par les élus territoriaux qui coprésident cette commission, justement d'aller de plus en plus en avant. Donc ce document précise que il y a quelque part une défaillance, alors que politiquement, il y a une volonté de le faire avancer. Donc on est un peu en contradiction avec ça, je trouve. Il y a quand même, et on le précise dans notre avis, il y a un PADD, et lors de cette commission, j'ai quand même posé la question au président Paolini de savoir s'il n'était pas possible, à travers les documents d'urbanisme, mais également du PADUC, de pouvoir mettre justement en avant la possibilité pour les communes, je le dis pour amener une réflexion, de savoir si les documents d'urbanisme anciens, à travers donc les postes, les plans d'occupation des sols, qui obligeaient les gens à construire des maisons avec 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres carrés de terrain, ce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est aberrant aujourd'hui de pouvoir aller sur ce schéma-là, mais la législation permettait de le faire et obligeait les gens de le faire. Aujourd'hui, tous ces gens dans les villages, parce que ces gens-là, ce ne sont pas des résidences secondaires, pas uniquement. Moi, chez moi, c'est 80% de locaux. Ces gens-là ne peuvent pas construire sur une parcelle de 5000 mètres, même s'ils sont en discontinuité, la maison pour leurs enfants. Donc, on est en contradiction, je dirais, avec le fait qu'il y a des obligations, même ce législateur a mis différents niveaux d'obligations et justement d'accompagnement. On est en contradiction totale, nous, sur notre territoire, entre les documents de PLU, justement, où là où c'est manquant sur notre territoire, c'est le rural. Et on retrouve dans le rural, on va dire, ces contre-pouvoirs qui disent « vous devez faire un document d'urbanisme, mais vous ne pouvez plus construire ». Eh bien, les gens ne peuvent plus construire, donc ils ne vont pas vers le document d'urbanisme. Donc je trouve un peu dommageable que l'on critique aujourd'hui, je dirais, cette fonction, où les communes qui ne peuvent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Voilà, c'est pour apporter une explication, même si je suis favorable bien sûr à l'avis, il est assez complet pour ma part, mais le président Paolini, quand j'ai posé la question,
mais il ne m'a pas répondu. Bon, alors, je n'ai pas voulu insister puisqu'il y avait un problème aussi de temps. Là aussi, il va falloir revoir un petit peu nos travaux en termes de temps dans les commissions. On ne peut pas arriver à des questions sur le fin de dire, voilà, vous avez 15 secondes pour poser votre question ou 20 secondes. Alors que le premier qui prend la parole a le droit de s'exprimer longuement. Et celui qui est en milieu de temps ou à la fin de temps, il n'y arrive pas. Donc, je crois qu'il va falloir, Présidente, au moins, sur les questions posées, avoir une réponse, ou alors l'avoir écrite par une réponse écrite, si elle n'est pas verbale de la part du Président, ou la personne auditionnée, arriver à quelque chose. Alors, n'ayant pas de réponse, on ne peut pas, bien sûr, l'abonder dans le document. Merci. Merci. Effectivement, par rapport à votre question de la gestion du temps, et oui, je vous ai vu, Monsieur Novelle, et la gestion du temps, il faudra peut-être, effectivement, essayer de limiter le temps d'intervention au sein des commissions pour que tout le monde puisse poser sa question et avoir une réponse circonstanciée. Merci, Monsieur Novelle. On va refaire la commission, mais M. Paolini est allé même plus loin. Non seulement il a parlé de PLU non adaptés, des anciens, il a parlé de plein de choses. Ça a été repris là, hein, c'est extrêmement ce qu'il a dit. Donc bon, et c'est effectivement, il y a un manque. Le manque, il se porte sur les logements, etc. Ensuite, bon, on ne peut pas... En fait, la base, c'était comment faire répondre à des projets structurants si ces projets-là ne sont pas inscrits dans des documents d'urbanisme qui sont eux-mêmes structurants. Autrement, ce sont des projets qui sont ponctuels, intéressants évidemment, mais ponctuels et pas réfléchis par une communauté villageoise, etc. Voilà, c'est ça ce que c'était voulu. Merci. Merci. Bien. Donc, je vois plus de mains se lever, donc je voudrais avoir un vote sur la question de savoir s'il convient de supprimer la ligne 132 et d'éventuellement, par conséquent, modifier la conclusion. Bien, donc, qui serait favorable à la suppression de cette ligne 132 ? Bien, donc nous maintenons cette... Pardon. Ben, c'est ce que je viens de demander, ceux qui souhaitent la suppression. Donc vous êtes 3. Ben, il n'y a personne qui est contre, si on est pour la suppression ou on est pour le maintien. Il me semble que c'est logique, à moins que ce ne soit pas clair. Alors, qui est pour le maintien de cette Ouais. Monsieur Choury pense que la question que j'ai posée, qui consiste à dire qui est favorable à la suppression de cette ligne, n'est pas suffisant pour considérer que, puisqu'il n'y a que 3 personnes qui sont favorables à la suppression, pour ma part, je pensais que ça voulait dire que l'ensemble des autres personnes étaient favorables à son maintien. Mais ça me paraît logique, mais M. Choury dit que peut-être non. Donc c'est pourquoi je demandais aux conseillers de dire s'ils étaient favorables au maintien de cette phrase qui effectivement vient renforcer, non pas considérer qu'il n'y a pas de dispositif d'ingénierie, mais qu'il est nécessaire de les renforcer et de les amplifier. Donc, qui est pour le maintien de cette phrase? Qui est pour le maintien de cette phrase? Hein, pardon. Qui est contre? Alors, qui est contre? Monsieur Choury, Monsieur Novelle et Monsieur... Alors, Monsieur... Alors, il y a 2 nouvelles personnes qui sont contre, donc on va refaire le... Donc, Monsieur Choury, Monsieur Novelle, Monsieur Bouddha, Monsieur... Oui, 2 Bouddhas, Monsieur... Bon, alors, si vous voulez bien, donc, on va reprendre les choses différemment parce que... Donc, j'aimerais bien, peut-être avoir... c'est un amendement, donc... Oui. Donc,
on va reprendre l'amendement, puisque là c'est un peu complexe. L'amendement, le vote, puisqu'il s'est modifié entre deux. Alors, l'amendement qui est proposé par Monsieur Novelle est la suppression de la ligne 132. Donc, qui est favorable, on va être plus clair. Ben, moi, c'est 132 pour moi. Bon, donc... c'est bon, c'est cette phrase. Donc, c'est un amendement proposé par Monsieur Novelle de supprimer cette phrase. Donc, qui est favorable à cet amendement? Si vous en modifiez un, vous modifiez automatiquement la conclusion. Là. Non, mais c'est pas le... Je vous informe que l'amendement tel qu'il est proposé, parce que quand même il faut avoir un peu de cohérence rédactionnelle, n'a pas le même sens que ce qui était proposé auparavant. Parce que ce que ça induit quand on rajoute à une amélioration de l'information et de la communication sur les dispositifs existants et sur l'ingénierie proposée, indiquerait qu'il y a un déficit d'information, alors que M. Novelle a dit tout à l'heure qu'au contraire c'était parfaitement explicité. Donc, vous vous rendez compte qu'en validant cet amendement, on modifie le sens général de ce paragraphe. Donc, qui est pour l'amendement tel qu'il est rédigé à l'écran? Alors, donc Madame Acker, Monsieur Clémenti, Monsieur Bouddha, Monsieur Bouddha, alors Monsieur Casabianca, Monsieur Novelle, Monsieur Battestine et Monsieur Choury. Bien, donc l'amendement n'est pas adopté, donc nous allons passer. Quand on fait un vote en général ici, on commence par demander qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, et on décompte les pour, c'est ceux qui ne sont pas contre. On fait tout le temps nos votes comme ça. Quand on inverse la logique... Pas pour les amendements. Les amendements, on dit qui est pour l'amendement. Alors, si vous voulez, on peut le faire. Alors, on y va. Allons-y. Alors, qui ne participe pas au vote de cet amendement? Qui vote contre? Qui s'abstient, pardon? Et qui s'abstient? Madame... Vous abstenez, d'accord, une abstention. Et qui vote contre, c'est ça. Donc, allons-y. Mais le reste, hein, voilà, donc c'est bien. La conclusion est la même que celle que nous avions faite précédemment, mais peut-être qu'il faut avoir un formalisme excessif dans tous les domaines. Donc, voilà, donc l'amendement... n'est pas retenu. Donc, je vous propose, Monsieur Novelle, oui. J'incite tous les conseillers à lire attentivement les annexes. À lire attentivement les annexes et à peut-être qu'après, voilà. Non, mais alors peut-être que je m'exprime de manière peu claire, mais ce qui me semble être indiqué dans le document, encore une fois, ce n'est pas qu'il manquerait de l'ingénierie, mais simplement qu'il faut le renforcer pour que ça puisse répondre à toutes les demandes. C'est d'ailleurs ce qui apparaît en disant qu'on veut un maillage territorial. C'est bien qu'effectivement, il y a une série de demandes qui ne sont pas satisfaites et que par ailleurs, l'information et la communication sur ces dispositifs, comme ça a été souhaité, n'est pas suffisamment développé. Ça me paraît assez clair, donc je vous propose que maintenant nous passions au vote de ce projet d'avis. Alors, qui s'abstient? Qui, pardon, ne participe pas au vote? Oui.
Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc tout le reste est pour. Donc qui vote pour? Je suppose c'est le reste puisqu'il n'y a personne qui vote contre. Donc nous ne sommes pas à un paradoxe près, donc on va continuer. L'avis est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, nous allons passer au projet d'avis, le dernier projet d'avis, stratégie cybersécurité de la Corse. Et c'est Monsieur Oliastre qui est rapporteur. Donc, le projet d'avis sur la stratégie cybersécurité pour la Corse. Je vais commencer à la ligne 43. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse est saisi pour avis du rapport relatif à la stratégie cybersécurité de la Corse, Cybercour, SIGA, ainsi que de ses annexes. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, stratégie Smart ISULA, adopté en 2022, dont il constitue le 12e livret consacré à la cybersécurité. Il vise à définir une stratégie territoriale en matière de cybersécurité et à en fixer les orientations opérationnelles. La stratégie présentée a pour objet de structurer l'action publique en matière de cybersécurité en vue de renforcer la protection des acteurs, des infrastructures et des usages numériques à l'échelle de la Corse. Élaborée dans le cadre d'une concertation associant les acteurs publics et privés, elle repose sur un état des lieux de l'écosystème insulaire, identifie des enjeux prioritaires et prévoit un plan d'action ainsi qu'une gouvernance dédiée, incluant une charte et un règlement intérieur. Le projet de délibération prévoit l'approbation de cette stratégie, son intégration à Smart ISULA ainsi que la mise en œuvre de ses modalités de gouvernance et de financement. Point 1. Structuration de la filière cyber et niveau de maturité. Le CESEC constate que le secteur de la cybersécurité en Corse apparaît encore insuffisamment structuré et présente un niveau de maturité limité. Il souligne la qualité du travail présenté et la pertinence de la stratégie proposée, celle-ci intervenant dans un contexte où la filière demeure fragile et encore en phase de construction. Le CESEC observe que la stratégie constitue un maillon venant compléter les dispositifs existants, sans pour autant garantir à elle seule une montée en maturité du secteur et met en évidence un besoin de structuration progressive de la filière, permettant d'assurer son développement et sa consolidation dans la durée. Le CESEC recommande de renforcer le rôle de coordination de la collectivité de Corse afin de structurer durablement l'écosystème et d'assurer la cohérence des actions engagées. Point 2. Observation, connaissance et mutualisation des menaces cyber. Le CESEC souligne l'intérêt de la mise en place d'un observatoire des cyberattaques permettant de mieux connaître les menaces et de structurer le retour d'expérience. Il relève que la dispersion des informations et l'absence de centralisation à l'échelle territoriale limitent actuellement la capacité d'analyse et de compréhension des risques. Le CESEC observe la nécessité de mieux recenser et mutualiser les données relatives aux incidents, y compris lorsque ceux-ci relèvent d'événements survenus à l'échelle nationale, mais ayant un impact sur le territoire. Le CESEC recommande de prioriser la mise en œuvre d'un observatoire territorial des cybermenaces. Il préconise d'organiser la mutualisation des retours d'expérience entre acteurs publics et privés afin d'améliorer la connaissance des risques et la capacité d'anticipation. Point 3. Formation, compétences et attractivité de la filière. Le CESEC souligne les difficultés de recrutement dans le domaine de la cybersécurité en Corse, liées à la rareté des compétences et à la concurrence avec d'autres territoires. Il observe que la structuration d'une offre de formation constitue un enjeu central, mais que celle-ci doit s'accompagner de débouchés économiques suffisants pour garantir l'insertion professionnelle. Le CESEC considère que les initiatives engagées par l'Université de Corse en matière de formation et de sensibilisation constituent une base solide, mais nécessitent d'être renforcées et articulées avec les besoins de la filière. Il met également en évidence la nécessité d'attirer les talents extérieurs tout en développant les compétences locales. Par ailleurs, le CESEC relève que l'enjeu 4, formation et accompagnement des compétences, pourrait utilement être porté dans les priorités d'action 2026-2028, confère pages 42 et 43 du rapport. Le CESEC recommande de structurer une offre de formation
adaptée aux besoins de la filière cyber en Corse, en lien étroit avec les acteurs économiques. Il suggère de renforcer les dispositifs d'attractivité et d'incitation à l'installation de compétences sur le territoire. Il recommande de favoriser les liens entre formation et insertion professionnelle afin de consolider durablement la filière. Point 4. Sensibilisation, acculturation et accompagnement des publics. Le CESEC souligne la nécessité de renforcer l'acculturation de l'ensemble de la société aux enjeux de cybersécurité. Il observe que les spécificités du territoire, notamment la structure du tissu économique composé majoritairement de TPE, nécessitent des dispositifs adaptés. Le CESEC, conscient de l'importance de développer des dispositifs de sensibilisation et de médiation numérique à destination de différents publics, y compris les jeunes, recommande de déployer des actions à cet effet en tenant compte des spécificités du territoire. Il préconise le développement de dispositifs mutualisés d'accompagnement adaptés aux TPE et aux collectivités à dominante rurale en prenant en compte leur faible capacité à se doter de postes dédiés à la cybersécurité. Point 5. Moyens financiers et soutenabilité de la stratégie. Le CESEC souligne que les moyens financiers identifiés apparaissent limités au regard des besoins exprimés. Il observe que le coût des ressources humaines qualifiées, niveau ingénierie, et des formations dans le domaine de la cybersécurité est élevé, ce qui peut contraindre la mise en œuvre effective de la stratégie. Le CESEC recommande de veiller à l'adéquation entre les ambitions de la stratégie et les moyens financiers mobilisés. Il préconise d'identifier des leviers complémentaires de financement afin d'assurer la soutenabilité des actions engagées. Point 6. Enjeux environnementaux du numérique. Le CESEC souligne que le développement des infrastructures et des usages numériques s'accompagne d'impacts environnementaux significatifs qui doivent être pris en considération. Il relève que cette dimension a été identifiée par les services de la collectivité de Corse et qu'elle appelle une vigilance particulière dans la mise en œuvre de la stratégie. Le CESEC recommande d'intégrer de manière explicite les enjeux environnementaux du numérique dans le déploiement de la stratégie cybersécurité. Il préconise de veiller à la prise en compte de ces impacts dans les travaux à venir, notamment dans le cadre de la feuille de route annoncée en matière de numérique responsable. Conclusion. Le CESEC souligne l'intérêt de la stratégie cybersécurité de la Corse, Cybercorsica, qui constitue une étape structurante dans la prise en compte des enjeux numériques à l'échelle territoriale. Il tient à saluer le travail conséquent et sérieux réalisé par les services de la collectivité de Corse dans l'élaboration de cette stratégie. Le CESEC émet un avis favorable sur ce rapport. Il estime toutefois que sa réussite reposera sur la capacité à structurer durablement la filière cyberinsulaire, à renforcer la coordination entre les acteurs et à accompagner la montée en maturité de l'écosystème. À ce titre, il recommande de consolider la gouvernance, de prioriser les outils de connaissance et de mutualisation des menaces, ainsi que de renforcer les actions en matière de formation, d'attractivité et de sensibilisation, en particulier à destination des très petites entreprises et des collectivités à dominante rurale. Le CESEC appelle également à veiller à l'adéquation des moyens mobilisés, à intégrer les enjeux environnementaux liés au numérique et à développer les coopérations, notamment à l'échelle méditerranéenne. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Oui, merci de me donner la parole. Il y a une phrase qui me pose un petit peu problème, là. C'est 93-94. Il met également en évidence la nécessité d'attirer les talents extérieurs tout en développant les compétences locales. Une fois qu'on a attiré les talents extérieurs, je ne vois pas comment on peut développer les compétences locales et surtout les employer. Moi, je pense que cette phrase, elle peut être retirée. Parce que là, juste au-dessus, on parle d'initiatives engagées par l'université. Il y a aussi des initiatives engagées par l'éducation nationale, notamment un bac pro en cybersécurité et un BTS également, de ce que je sais, au Laetitia, au moins. Voilà. Donc, voilà, moi, cette phrase-là, elle me pose quand même problème. Tirer des talents extérieurs, voilà, les talents extérieurs, si on veut faire monter en compétence, une fois qu'on a tiré les talents extérieurs, on ne peut plus le faire. Merci, Monsieur Luciani. Oui, alors, je voudrais quand même préciser, attirer les talents extérieurs, c'est un plus, ce n'est pas un moins. C'est tout simplement rentrer dans une dynamisme, dans une synergie qui permet à un moment donné de s'élever et de se développer. Ce n'est pas prendre la place
des autres. Non, je regrette, il faut avoir quand même il faut quand même avoir l'esprit un peu ouvert sur une dynamique. Au contraire, avoir un talent extérieur, ça signifie développer une filière, ça signifie développer des synergies, et au contraire, c'est créer des envies et toute une. Une filière, ça se développe sur un dynamisme. Voilà. Et ce n'est pas, moi, et je regrette, dans mon activité, j'ai affaire à des gens qui viennent de l'extérieur et je m'en trouve très bien parce que ça me permet au contraire de m'enrichir et de me remettre en cause. Donc c'est pas du tout, au contraire, un talent extérieur, ça ne fait qu'augmenter et valoriser. La filière, quelqu'un qui va être dans un bac pro, s'il y a une filière dynamique, il trouvera dans ce domaine un débouché. Il ne faut pas opposer ces deux paramètres. Voilà. Il faut savoir que quand même dans certains domaines très pointus de technologie, il y a ailleurs des savoirs qui sont très performants et qu'au contraire, en les atterrant ici, il y a des pays qui ont fait justement leur fortune là-dessus. Voilà. Et si un talent extérieur vient en Corse, au contraire, c'est une plus-value pour nous. Ce n'est pas une moins-value. Ce n'est pas du tout une moins-value. Au contraire, surtout dans certains domaines techniques. Merci. Donc, monsieur d'abord Canarel, ensuite monsieur Casabianca. Oui, je rejoins tout à fait le propos précédent. Il est surtout pas question de s'appauvrir en choisissant forcément l'extérieur par rapport à ce qu'on peut avoir sur place. La réalité, c'est que l'innovation et les technologies dans le domaine sont tellement violentes, tellement rapides et tellement mondialisées qu'on ne peut pas se couper de l'apport extérieur pour enrichir notre propre connaissance locale. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir, parce qu'en termes de cybersécurité, une fois qu'on aura fait le constat qu'on s'est raté, ça sera déjà trop tard. Donc il faut qu'on soit à la pointe en permanence, et pour être à la pointe, il faut pouvoir bénéficier de ces apports-là. Ce qui ne veut pas empêcher du tout l'apport, l'intégration en interne, localement dans la région, de ces compétences. Merci, monsieur Casabianca. Oui, moi je rejoins les propos de monsieur Clementi, et je le comprends. On met en place des filières, si elles ne sont pas associées au développement éducatif avec les sociétés extérieures, bien entendu que les gens qui vendent des programmes de cybersécurité ont forcément leurs problèmes de maintenance, mais s'ils n'associent pas l'université, les étudiants et les filières qui sont en dessous dans le secondaire, c'est évident que ça peut créer un problème d'élévation des compétences. Si on veut que les compétences évoluent, il faut aussi partager, quoi. Et je pense que c'était les propos de Jean-Pierre Clementi qui voulait développer, d'y associer surtout l'éducation nationale à travers ces filières qui sont mises en place, à partir des grands groupes extérieurs pour aménager ce genre de cybersécurité. Merci. Donc, il y a Madame Salvatore et Monsieur Bouddha, je crois. Non. Alors, Madame Salvatore, Monsieur Godina, Monsieur Souzini et Monsieur Oliastro. Alors, Madame Acker, pardon, excusez-moi. On avait aussi dans un autre avis parlé du retour des jeunes Corses, des jeunes talents corses. On peut considérer aussi que ces talents qu'on va chercher, ça peut être des jeunes qui n'ont pas trouvé de travail en Corse et qui, dans le cadre de ce process, puissent rentrer. Parce que ça, pas seulement, mais en fait, il y a une incitation à récupérer nos talents de l'extérieur, qui sont à l'extérieur. Non, mais tu as raison, on peut le formuler. Par contre, Jean-Pierre, on peut reformuler d'une autre façon. Mais en tous les cas, ça, je veux dire, il faut en tenir compte. Il y a des jeunes qui font leurs études sur le continent. Moi, dans ma famille, j'en ai à l'appel, qui n'ont pas de travail. Et peut-être ce sera une occasion, qui ont du talent, hein, de rentrer en Corse. Pas exclusivement, mais ça peut aussi être le cas. Alors, Monsieur Godina, ensuite Monsieur Souzini et enfin Monsieur Oliastre. Je suis assez étonné par le discours de mon collègue Denis, qui d'un côté dit il y a 4000 arrivants en Corse et qui prêche les arrivages. Moi, comme le soulignait précédemment, il faut mettre la diaspora, c'est cher à Jean Talcolette,
dans ce que on disait tout à l'heure, mais il me semble que d'abord former les étudiants en Corse et après on pense aux autres. Merci, Monsieur Souzine. Simplement pour dire que je suis totalement d'accord avec M. Clementi. Je fais court. Merci, Madame Acker. Je pense qu'il y a un problème de formulation. On sera à peu près tous d'accord. Il ne s'agit pas d'attirer des talents extérieurs. Par contre, effectivement, on ne peut pas occulter la dimension. Il ne s'agit pas d'attirer des talents, il s'agit de pouvoir intégrer des compétences qui sont souvent pas territorialisées en termes de développement de produits, qui peuvent être ponctuellement territorialisées sur des problèmes de maintenance et qui interviennent dans un contexte qui est effectivement mondialisé. Donc oui, tisser des partenariats, développer des réseaux, oui, attirer des talents extérieurs, je pense que la formulation n'est pas du tout appropriée. Oui, moi, pour avoir vécu ces situations-là, il est évident que faciliter, et c'est un thème récurrent dans les thèses que nous défendons, si on facilite le retour de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, c'est une chose, je rejoins ce que tu disais, ce qui a été dit d'ailleurs pendant la commission, Marie-Jo, tout à fait d'accord. Moi, je me demande si, en modifiant simplement, il met également en évidence la nécessité d'attirer en tant que de besoin, c'est-à-dire si l'offre locale est insuffisante, les talents extérieurs, notamment les compatriotes qui résident à l'extérieur, ça peut, sans forcément trop insister sur le sujet, mais effectivement, si l'offre locale est insuffisante, peut-être pas assez qualifiée, si on fait appel à l'extérieur en tant que de besoin, et notamment pour nos compatriotes qui sont en exil, ça serait pas mal. Si je peux ajouter quelque chose. Pardon, excusez-moi, oui. Si je peux ajouter quelque chose. Y a-t-il une logique à ce qu'on dise non, on refuse les apports extérieurs? Y a-t-il une logique dans le progrès qu'on peut enregistrer dans cette matière-là qui est effectivement extrêmement sensible? Moi, je vois les chantages qu'il y a au niveau international sur des réseaux. Moi, en tant que responsable départemental d'un service de l'État, moi, j'avais à côté de moi ce qu'on appelle toujours les RSSI, c'est-à-dire un fonctionnaire qui est chargé de la sécurité des services, des systèmes d'information. C'est une obligation, c'est une obligation. Si dans ma direction, il n'y avait pas la ressource nécessaire, il fallait ouvrir. Plutôt que de se passer d'un RSSI, il fallait ouvrir. Maintenant qu'on ouvre prioritairement à des compatriotes qui sont en exil, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci. Madame Acker, non, vous êtes intervenue, pardon. Monsieur Luciani, et je crois que c'est Monsieur Oliastre ensuite, et Monsieur Bouddha. Oui, puisque on m'a parlé de contradiction, je ne savais pas que dans les 4000 arrivants, il y avait 4000 ingénieurs.
qui disposaient de diplômes et de compétences que nous n'avions pas ici. Peut-être que c'est une découverte, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Je vais quand même préciser, et je l'assume, en plus en tant que nationaliste, j'estime que quand un talent extérieur vient ici, c'est une reconnaissance pour nous. Et c'est une richesse qui est apportée dans un domaine que nous n'avons pas. Voilà. Et je n'ai pas peur de me confronter à l'autre, et j'ai besoin de me confronter aux autres pour progresser. Il va sans dire que s'il y a ici la ressource, bien évidemment, ou dans la diaspora, bien évidemment que la ressource, on la prend chez nous. Ça, pour moi, c'est une évidence. Mais au contraire, ça crée une dynamique dans des secteurs, et ça a été rappelé, qui sont mondialisés. Je rappellerai qu'il y a des pays quand même qui ont fait leur fortune sur l'apport excusez-moi le terme, qui pompe tous les talents extérieurs dans certains secteurs comme les États-Unis, hein, et ils ne prennent pas ça comme un signe de faiblesse ou d'affaiblissement. Au contraire, je pense qu'il faut le fait d'avoir dans ces domaines qui sont extrêmement concurrentiels, et ça a été dit, où ça évolue très vite. Donc, nous, il faut qu'on soit dans le circuit et que nous y participions, et ça sera autant de débouchés pour les formations, et je suis d'accord qu'il faut associer des formations qui sont, bien évidemment, l'éducation et l'université, mais c'est autant de débouchés pour les formations qui seront faites ici. Merci, Monsieur Luciani. Moi, je partage ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité aussi d'avoir des échanges et de l'enrichissement par rapport à des compétences qui viendraient de l'extérieur, mais je crois que peut-être que effectivement ces deux phrases sont mal formulées, peut-être qu'elles sont inutiles, parce que si vous lisez bien l'avis, vous avez 3 petits paragraphes qui explicitent très bien ce qu'il a été dit au moment de la commission. Je vous les relis si vous le voulez bien. Le CESEC recommande de structurer une offre de formation adaptée aux besoins de la filière cyber en Corse, en lien étroit avec les acteurs économiques. Il suggère de renforcer les dispositifs d'attractivité et d'incitation à l'installation de compétences sur le territoire, ce qui exclut la notion d'extérieur. L'important, c'est qu'il y ait des compétences et qu'elles s'installent sur le territoire et qu'elles puissent enrichir cette filière. Il recommande de favoriser les liens entre formation et insertion professionnelle afin de consolider durablement la filière. Il me semble que l'essentiel est exprimé, si vous en êtes d'accord, dans ces phrases, et que peut-être, sur la formulation peut-être un petit peu maladroite de cette phrase, on pourrait soumettre à votre approbation la suppression de cette phrase et éventuellement, si quelqu'un le souhaite, renforcer un des points que je viens de relire. Monsieur Clément. Monsieur Clémenti. Oui, moi je suis d'accord avec vous là, par rapport à ce qui est dit, parce que sur la phrase qui est donnée, ça veut dire qu'on instaure le fait de faire venir des compétences de l'extérieur en politique. La différence, elle est là. Si on demande à faire de la formation et de faire entrer des gens de l'extérieur, on l'instaure en politique. Et une fois, c'est un système qui est pyramidal. Quand on a des compétences, s'il y a quelqu'un qui rentre, après, il y a très peu de personnes. Plus on monte dans les ingénieurs et tout ça, moins il y aura de place pour les autres, c'est évident. Il y a des jeunes aujourd'hui qui partent d'ici, j'en connais, qui partent se former ailleurs pour être compétents de ces domaines-là. Voilà. Et cela, une fois qu'on aura fait rentrer les gens pour les mettre à leur place, ils ne pourront pas revenir. Voilà. Donc, l'histoire de diaspora, voilà. Si on dit extérieur, moi je suis d'accord pour que les gens de la diaspora, bien sûr, rentrent ici. Mais là, ce n'est pas le propos. Là, on instaure ça en tant que politique. On fait venir des gens de l'extérieur pour compenser à un moment donné quand il y a des manques. Bon, voilà. Et ça peut être très dangereux. Merci, mais je crois que la notion de renforcer les dispositifs d'attractivité et d'incitation à l'installation de compétences sur le territoire est suffisamment large pour effectivement faire en sorte qu'il y ait aussi des compétences extérieures qui viennent enrichir la filière, qui soient installées ici. Et juste une petite remarque, Monsieur Clément, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés en Corse à la cybersécurité qui ne trouvent pas d'emploi ici. Bien, ils vont ailleurs, oui. Donc,
qui Monsieur Godina. Il me semble, pour avoir été délégué syndical de l'ESTC, mais on disait à compétence égale, c'est les Corses. Moi, je marche sur la tête, mais la compétence, quand elle est ici, il faut prioriser, c'est tout. Non, mais là, je crois que c'est un peu hors sujet. Hein. C'est pas trop le. Oui. Je ne suis pas hors sujet. La question, c'est que quelquefois, il n'existe pas les compétences et quelquefois, il y a des compétences qui sont dans l'excellence et qui sont peut-être utiles aussi au développement des connaissances des filières en Corse. Et on ne peut pas être aussi systématique dans l'approche. Madame Acker. Bien, Monsieur Oliastre. Oui, donc je suis favorable à la suppression de ces lignes-là au vu de la polémique qu'elles engendrent. J'ajouterais simplement, moi, mon avis personnel, c'est qu'effectivement les apports extérieurs sont enrichissants. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, au vu de l'état du secteur économique cybersécurité, je vois peu de continentaux venir travailler en Corse au niveau de salaire. Donc ça intéresserait davantage des personnes de la diaspora pour rentrer en Corse. Voilà. C'est mon avis. Donc moi je suis pour la suppression puisque ça fait polémique. Il me semble quand même qu'on perd de vue qu'on est sur un secteur qui est, je le rappelle encore une fois, mondialisé, extrêmement concurrentiel, qui demande un très haut niveau de compétences techniques. Donc, à un moment donné, restons modestes. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, un certain nombre d'éléments devront faire partie des négociations. Le débat, c'est, je pense, pour répondre à mes collègues qui sont venus sur ce terrain, c'est pas de renoncer à la préférence locale à compétences égales. Le problème, c'est que là, on est en carence de compétences et qu'on est également en carence d'un écosystème qui pourrait permettre de les développer. Donc, à un moment donné, il va falloir résoudre le problème, sauf à, de toute façon, accroître notre dépendance collective à tout ce qui peut concerner la sécurité digitale, qui passe des programmes des institutions au développement même de certaines entreprises qui, elles, feront de toute façon la démarche d'aller chercher ailleurs les outils, voire les hommes qui leur manquent pour assurer leur sécurité, quel que soit leur niveau de développement. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit. Là, c'est une phrase qui, effectivement, exclut à l'envers, si j'ose dire, donc elle n'a aucun intérêt en soi. À compétence égale, priorité aux insulaires, je pense que personne n'envisage d'aucune façon, vu la suite du texte, d'y déroger d'une quelconque manière. En revanche, il n'est pas non plus nécessaire, forcément, d'aller chercher à l'extérieur des compétences. Mais non, mais de l'écrire de cette façon, oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Une déclaration politique, parce que c'est un parti pris politique, n'a pas d'intérêt dans la mesure où ce qui suit explique très bien ce qu'il faut et que la réalité de ce secteur-là, de toute façon, s'imposera d'elle-même si on ne l'accompagne pas. Merci beaucoup d'avoir bien reformulé ce qu'on a essayé de dire depuis tout à l'heure. Donc en effet, et qui est, je pense, assez clairement exprimé dans les 3 paragraphes qu'on évoquait tout à l'heure et que je m'étais permis de relire. Donc je pense que, en effet, on peut proposer un amendement qui consistera à supprimer cette phrase. Si vous êtes d'accord, s'il n'y a plus d'autres interventions, c'est monsieur. Brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement. Io ho gente di Mova Mia che sono perduta a Spalluzzera dopo guerra del 14 e uno di Alewa Odinka che è ingegnere in informatica, in numerico, è rientrato in Corsica, lavora per una mairia di Corsica e perché tanto quando ha fatto la sua candidatura non c'era mica
gente che potevano soddisfare la domanda e ha permesso a uno a nostra spalluzzera di rientrare. Ça me paraît... Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote concernant l'amendement. Qui est pour, qui est contre, etc. Alors, qui se participe pas au vote? Pour le retrait de la... Oui, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 3 personnes. Donc, 5, pardon. Donc, la majorité est favorable à la suppression de cette phrase. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de Monsieur Bouddha? Je vais être un peu plus prosaïque. C'est sur une notion qui est la notion de l'articulation entre les différents aspects de la stratégie Smarties ou là. Parce que je pense que ça serait une proposition d'amendement, ça serait en ligne 82 d'ajouter une phrase qui dit « Le CESEC observe que cette approche centrée sur la connaissance et la mutualisation des données pourrait être utilement articulée avec les principes définis dans la charte de la donnée et de l'intelligence artificielle de la Corse, notamment en matière de maîtrise des flux de données et des conditions d'hébergement. Une clarification de cette articulation permettrait de renforcer la cohérence d'ensemble des politiques publiques numériques à l'échelle territoriale. » Parce qu'il n'y a pas de lien qui sont faits en fait entre la stratégie, entre le rapport, comment ça s'appelle, la charte de la donnée et de l'intelligence artificielle qu'on a dû travailler ensemble en janvier de mémoire, et la cybersécurité, alors qu'il y a le lien entre géolocalisation des données et déplacement des données, transmission des flux, et la cybersécurité sont assez importants. Si vous voulez, je vous envoie le document, la petite proposition par mail. Voilà. J'espère que ce n'est pas hors sujet, mais l'idée, c'est vraiment de préciser que les choses fonctionnent entre elles, surtout dans ce secteur. Après, alors, anciennement 82, donc ça doit être 85 désormais. On n'a pas tous la même... C'est après, il préconise d'organiser la mutualisation. Voilà, c'est ça, c'est après anticipation. Je l'envoie à Céline, là, maintenant. Pardon. Oui, merci de me donner la parole. Moi, j'avais deux demandes d'amendement. Parce qu'en relisant le document et en relisant le dossier, il m'a semblé que c'était des éléments qu'il fallait rajouter. J'en ai parlé avec le rapporteur également. Alors, la première demande d'amendement concerne la ligne 67, mais c'est peut-être plus la ligne 67, je ne sais plus, il faut regarder. Dans la partie 1, c'est dans la partie 1, je propose de rajouter la chose suivante. Le CESEC note que les flux numériques de la Corse reposent à 90% sur 2 câbles sous-marins qui représentent une vulnérabilité réelle. Il recommande de réfléchir à des plans de continuité d'activité robustes et à la conception d'infrastructures de communication de secours. Ce sont des éléments qui, me semble-t-il, ont été un peu négligés dans la présentation qui nous a été faite. Et donc, j'ai envoyé ça à Céline pour qu'elle puisse l'insérer directement. Voilà. Ça, c'est le premier. Je ne sais pas si c'est, je sais pas qui c'est qui fait ça, mais bon. C'est moi. D'accord. Donc, désolé. Merci. Ok. Voilà. Donc ça, c'est mon premier amendement. J'ai le second. Alors, le second, il concerne la partie financement, qui doit être la 4, me semble-t-il, ou la... Je ne sais plus. Non, la 5. La 5, pardon. Merci, Marie-Jo. Donc, la 5. En ligne, enseignement, anciennement 125, mais qui doit être maintenant donc 132, peut-être. Voilà. Je propose l'amendement suivant. Le CESEC observe que le campus cyber de Corse constitue l'ambition la plus structurante de la stratégie à long terme. Il note cependant que les conditions de sa mise en œuvre effective demeurent très incertaines et il souhaite que la phase de préfiguration,
qui doit se terminer en 2027 pour des décisions en 2028. Puis débouche sur un rapport incluant une étude de viabilité économique et un plan de financement pluriannuel réaliste. C'est pour souligner le fait qu'il y a là une dimension stratégique pour laquelle, finalement, dans la délibération qui est proposée, il est simplement proposé que le Conseil exécutif aille chercher des sous au FEDER et au CPER, qui sont deux sources de financement qui sont relativement incertaines et pour lesquelles donc on peut mettre à mal toute la stratégie telle qu'elle est conçue. Elle nous semble bonne, mais vraiment très très incertaine. Voilà. Donc dans ce volet 5, rajouter cet élément-là. Merci. Voilà les deux amendements. Merci. Donc, Monsieur Oliastre, je crois que vous avez aussi une proposition d'amendement. Oui, j'ai une proposition d'amendement dans le point 1. Au regard de l'intervention de Denis Luciani, je n'ai pas jugé bon de rebondir en commission, mais j'ai souhaité malgré tout apporter un avis sur la nécessité de voir ce sujet de la cybersécurité d'un point de vue international, et notamment en intégrant une étude de marché pour capter des fonds européens avec les Baléares et la Sardaigne. Parce qu'il est mentionné clairement dans le rapport que la contrainte du marché étriqué, très restreint en région, et au vu de la faiblesse de la population, la question se pose d'avoir un intérêt pour aller contracter des éléments, des partenariats avec d'autres îles, donc notamment les Baléares et la Sardaigne, de manière à agrandir les possibilités de marché, pour rendre plus robuste le marché en région, de manière à pouvoir avoir des opportunités d'internationalisation, mais aussi de captation des fonds européens. Parce qu'il me semble que pour capter des fonds européens sur la seule région Corse dans le domaine de la cybersécurité, ça peut être plus compliqué que s'il était présenté un dossier international. Voilà le sens de l'amendement. Après, je ne sais pas s'il est affiché, il est un peu loin à lire. Je vais tenter de vous le lire avec le peu de batterie que j'ai. Vous l'avez envoyé, M. Lias. Oui. Alors, donc c'est à intégrer dans le point 1 avant le dernier paragraphe. Oui. En ce qui... En ce qui concerne la portée internationale de la stratégie cybercourse, le CESEC relève que le rapport ne mentionne qu'un seul événement, l'European Digital Information Hub, page 30. Or, comme indiqué en page 18, des entreprises cyber très fragiles, l'élargissement du marché apparaît déterminant, faute de quoi la stratégie pourrait favoriser des compétences externes à rebours de l'objectif poursuivi. Le CESEC suggère ainsi à la collectivité de Corse d'engager une démarche mutualisée avec la Sardaigne et les Baléares ou, à défaut, de conduire une étude de marché sur ces territoires. Il considère que ces espaces présentent des vulnérabilités similaires, insularité, dépendance aux câbles sous-marins tissus des TPE, saisonnalité touristique, moyens limités, et que ces contraintes pourraient constituer un levier collectif. Dans ce contexte, la mutualisation avec la Sardaigne, 1,6 million d'habitants, et les Baléares, 1,2 million, portant le bassin à plus de 3 millions d'habitants contre environ 350 000 en Corse, serait susceptible de modifier l'équation économique des entreprises cyberinsulaires avec l'appui de la collectivité de Corse. Et là, j'ai rajouté aussi un autre élément, je ne sais pas si vous l'avez, j'ai du mal. Bon, il ne marche plus. Il est à l'écran, vous l'avez ajouté. C'est la dernière partie, donc selon le CESEC, la mise en œuvre de dispositifs européens pourrait porter ainsi cette coopération de manière bien plus convaincante pour la Commission européenne qu'un projet strictement corse. Voilà. Bien, merci. Donc, je vois qu'il n'y a plus d'intervention. Ah, Monsieur Bouddha.
Allez, non, pour faire vite, c'est déjà pour la précision sur la Sardaigne et les Baléares, il y a quand même un géant du numérique qui s'appelle anciennement Tiscali et qui s'appelle Tessalis en Sardaigne. Ça vaudrait peut-être le coup de se rapprocher de cette firme, d'autant plus que son dirigeant est plutôt sur des considérations autonomistes, très largement autonomistes pour ce qui concerne la Sardaigne. Juste une chose pour préciser un petit peu sur le deuxième amendement de François. Il faudrait peut-être intégrer dans la notion de financement la mobilisation des fonds de financement professionnels qui sont aujourd'hui des poches quand même assez importantes et qui permettent de mobiliser des montées de compétences assez rapides de personnes sur le territoire notamment, puisqu'il en était question tout à l'heure. Là, c'est sur un aspect un peu plus technique. Voilà, parce qu'on parle du FEDER, on parle des mobilisations de fonds européens, ça vaut peut-être le coup de préciser que via la formation professionnelle, il y a des outils assez importants et essentiels. Je ne sais pas, voilà, je soumets ces 3 mots, quoi. Merci. Donc, on va rajouter des fonds de la formation professionnelle. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer au vote des amendements. Donc, à l'écran, on va les prendre dans l'ordre. Donc, le premier qui consistait à supprimer la phrase « nous l'avons déjà voté ». Donc, nous passons à l'amendement de Fabrice Liastre, qui est donc dans le paragraphe 1, qui apparaît à l'écran. Bien, donc, je crois qu'il en a donné lecture et qu'il est en effet pertinent. Est-ce que nous allons passer au vote? Donc, qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Bien, donc cet amendement est approuvé à l'unanimité. Second amendement de M. Casabianca. Non, il est dans le paragraphe 2. Ah non, dans le paragraphe 1. D'accord, non, moi je pensais que c'était dans le paragraphe 2, mais très bien. Vous les avez aussi à l'écran et peut-être monsieur... moi j'arrive pas bien à lire, donc non, mais c'était juste pour rajouter... c'est dans le deuxième, oui. Bien, qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui vote contre? Bien, donc cet amendement est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, prochain amendement de monsieur... Chapitre 2. De monsieur Bouddha. Donc, vous le voyez aussi à l'écran. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, cet amendement est approuvé à l'unanimité. Et enfin... Non, je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autre amendement. Ah, oui, pardon. C'est dans le financement, ça c'était M. Casabianca. Donc, il faudrait insérer peut-être, si vous en êtes d'accord, l'élément complémentaire apporté par M. Bouddha. Jérôme, tu l'insères comment? Vous avez la main. Bien, d'accord, merci. Donc, vous avez pris connaissance de l'amendement, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, qui vote contre? Bien, donc cet amendement est adopté. Nous allons pouvoir maintenant passer au vote de ce projet d'avis. Donc, projet d'avis soumis à votre approbation. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, donc ce projet d'avis est adopté à l'unanimité. À l'unanimité, je vous remercie. Oui. Je n'ai pas proposé d'amendement parce que je pense que ça ne serait pas réaliste de demander une position du CESEC sur ce que je vais dire. Mais je voudrais faire un commentaire.
Dans le domaine de la cybersécurité, il y a deux optiques. Il y a l'optique, on va dire, professionnelle commerciale, et il y a l'optique de l'open source. Et aujourd'hui, ce n'est pas vrai seulement dans le domaine de la sécurité, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine de la sécurité, les avancées scientifiques, les avancées technologiques se font dans le domaine de l'open source. C'est la communauté internationale qui, par la transparence de ses travaux, assure la pertinence et la sécurité des résultats. Et ça nécessite d'avoir des professionnels pour participer à cette communauté, des professionnels pertinents, capables de contribuer et de tirer parti du travail collectif. Ce n'est pas toujours simple. Et les choix qui sont faits actuellement, malheureusement, pas seulement en Corse, à plusieurs endroits, sont quand même très dominés par l'industrie de l'informatique et les grands acteurs de cette industrie. Et c'est particulièrement dangereux dans le domaine de la cybercriminalité. La plupart des attaques, en dehors de celles qui tirent parti de la crédulité des acteurs, qui passent par l'humain. Toutes les autres attaques passent par des délits d'initiés, la connaissance de contenu des dispositifs de sécurité qui sont mis en œuvre uniquement protégés par le secret, par les opérateurs industriels, et non pas par la sécurité intrinsèque du dispositif, vérifiée par tous, par la transparence de la connaissance du dispositif lui-même. Et donc, il n'y a pas de faille parce que tout le monde travaille sur le même dispositif. Alors que dans le secret, seul un petit groupe travaille sur le dispositif et il suffit qu'il y ait une faille, elle finit par être connue. Donc, toutes les politiques qui sont basées sur la dépendance totale aux produits des GAFA, on peut l'appeler comme ça, Microsoft, Apple, etc., c'est une brèche énorme. Alors que, et d'ailleurs c'est une orientation de la communauté européenne qui recommande d'utiliser des produits d'open source et qui les met elle-même en œuvre au Parlement lui-même et à la Commission. Donc l'Europe utilise les produits d'open source pour être protégée en termes de cybersécurité, naturellement et pas seulement par des dispositifs supplémentaires. Donc l'orientation open source, c'est la bonne solution, mais ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple à mettre en œuvre, ça nécessite des compétences. Donc tout ce qui a été dit sur les compétences, le développement des compétences, l'apport de compétences extérieures en plus pour tirer vers le haut, tout ce qui a été dit va dans le bon sens. Le fait de se tourner vers des subventions, enfin des financements européens, va certainement aussi pousser à utiliser les solutions que préconise l'Europe. Donc je pense que le mouvement va aller dans le bon sens. Je ne vois pas comment je pourrais vous demander d'avoir une position là-dessus collective pour introduire un amendement, mais je pense que ça va dans le bon sens et c'est plutôt positif. Je voulais juste souligner que les choix de dépendance totale, comme la collectivité sur sa propre informatique, dépendance totale à Microsoft, c'est un choix délirant. C'est un choix qui nous met à la merci. Si demain il y a un petit conflit d'ego entre Trump et Macron, un tour de clé et on est tous dans la mouise. Donc on a des risques où si demain il y a un organisme qui veut mettre à mal le fonctionnement global, on profite d'une faille et puis on se retrouve avec tout le système. Si demain les Américains veulent savoir ce qu'il y a de secret en Corse, c'est facile, il y a la backdoor à la NSA, c'est une obligation légale de laisser la porte ouverte aux services américains. Donc on est dans une dépendance totale, un risque total lié à cette dépendance aux produits commerciaux américains. Donc je tenais à le dire à cette occasion qu'il est absolument nécessaire de sortir de cette dépendance. Ça peut se faire à petits pas,
projet par projet ou ça peut se faire par une orientation politique qui le favorise. Et ça serait souhaitable que cette orientation soit prise. Merci beaucoup de cette intervention qui effectivement est très intéressante et peut-être qu'on aura à y revenir et à écrire quelque chose à ce sujet. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au point 3 de l'ordre du jour vous avez été destinataire hier des fiches actions qui ont été élaborées par un groupe de travail que tout à l'heure j'évoquais dans mon propos introductif, qui est une contribution pour la prévention et la lutte contre la précarité. Comment contenir, voire faire régresser la précarité. Donc ce sont des fiches, il y a d'ailleurs un document imprimé que vous pouvez prendre. Alors Yassine Chouri va présenter, j'espère pas trop longuement, le document, mais simplement pour vous dire que vous avez été destinataire de ces fiches et que évidemment elles sont soumises à des possibles amendements, voire d'autres fiches que vous pourriez proposer, comme l'a fait Monsieur Nové là il y a quelques jours. Donc je pense que c'est un document, il y a déjà une base extrêmement solide et très structurée, mais qui peut être enrichi, amendé, afin qu'on puisse assez rapidement, en mai ou en juin, ça dépendra de la capacité de synthèse du groupe de travail, le faire valider par le CESEC et ensuite en faire un petit livret destiné à la communication et aussi à la relation avec, bien sûr, les conseillers exécutifs et les services responsables de ce secteur, du secteur social. Je vous remercie, Monsieur Chouri, à vous. Merci. Donc, oui, je ne vais pas dérouler le document. Les fiches ont été donc travaillées en groupe de travail et ont été présentées au fur et à mesure de leur finition à la commission. On a eu trois réunions de la commission. Une première qui a donné le cadre et qui a mobilisé le groupe de travail. Le cadre conforme à ce qui avait été dit en plénière ici la dernière fois pour tracer la route de ce travail. La commission a pas mal travaillé puisque le groupe de travail a eu presque une réunion par semaine en visio pour élaborer les fiches. La méthode, ça a été une personne fait un premier jet et on travaille collectivement pour arriver à la fiche. Et ensuite, le document est présenté en commission. Il y a eu 2 réunions de commission où tout le monde a eu communication de l'état d'avancement du document. Et en commission, on a pris les remarques, les amendements, les demandes d'ajout et au fur et à mesure, à chaque réunion, il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe de travail. Donc c'est un travail collectif qui est parti de tout ce que le CESEC a déjà dit dans le domaine depuis un certain temps, mais souvent c'était dit sous la forme d'une phrase, il faudrait que, et là chacune de ces phrases a été reprise pour en faire quelle est la solution que la CDC peut mettre en œuvre aujourd'hui dans les circonstances actuelles, sans changement législatif, sans changement réglementaire, avec tout ce qui est possible aujourd'hui. Et bien sûr, certaines de ces solutions, ce n'est pas la CDC qui les mettra en œuvre. Mais il y a besoin de la CDC soit pour en faire l'ingénierie, soit pour en faire la promotion, soit en faire le soutien. Enfin, beaucoup de ces solutions ne nécessitent pas de budget supplémentaire. Ça n'est qu'une question de décision, éventuellement d'affectation de ressources, mais pas de budget de financement. Beaucoup d'entre elles. Certaines ont des besoins de financement. C'est dit explicitement quand il faut un soutien financier. Et celle-là, c'est une question à prendre à 2 niveaux. Un premier niveau qui est, de toute façon, c'est aux élus de décider des priorités de l'ordonnancement, de quand et pourquoi mettre en œuvre les solutions qui sont présentées là, s'ils pensent que ça correspond à leur politique. Mais il y a 2 niveaux après de décision.
un niveau de priorisation d'importance politique pour les élus ou de priorisation de temporalité financière par rapport aux affectations budgétaires ou des arbitrages. Ça, c'est de la responsabilité des élus. Mais ce que nous disions, alors on le disait en une seule phrase et on l'a redit de manière beaucoup plus argumentée à partir de ce que disait Christian, la nécessité, en réalité, que soit créé et développé un véritable plan de lutte pour, non pas éradiquer, il ne faut pas rêver, mais réduire la pauvreté. Tout ce qui a été fait, beaucoup des dispositifs existants et les plans précédents étaient des plans de lutte contre la pauvreté, mais très orientés soins, très orientés lutter contre les dégâts que génère la précarité et la pauvreté. Là, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est une politique d'ensemble, c'est un vrai plan d'action dont l'orientation soit la réduction de la pauvreté. Alors vous verrez que dans ces fiches, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs méthodes en fait de réduction. Il y a de la réduction de la pauvreté par des mesures qui ont des effets individuels, faire sortir des gens de la pauvreté. La pauvreté, pas obligatoirement de la précarité. Hein. Quand vous êtes pauvre, si vous avez accès à tous les droits, à tous vos droits, qu'ils soient légaux ou extra-légaux, et à toutes les aides possibles, vous sortez de la pauvreté. Vous ne sortez pas de la précarité, vous n'êtes pas là, tout d'un coup dans l'opulence, hein, mais vous sortez de la pauvreté. Donc toutes les mesures qui permettent d'améliorer le sort des gens qui sont pauvres au point de les faire sortir du seuil de pauvreté. Donc il y a un certain nombre de mesures comme ça là, soit par l'accès à tous les droits, soit par des réductions de coûts dans le budget des ménages les plus précaires. Donc ça, c'est un des axes, un des enjeux que peuvent atteindre un certain nombre de ces mesures. Alors, après, il y a un deuxième axe qui est étendre le champ de l'accompagnement, faire bénéficier plus de monde des possibilités de s'en sortir ou des possibilités de ne pas tomber dans la pauvreté. Et ça, il y a deux façons de faire. Une, c'est de dépasser la notion de seuil. Et pour se rapprocher, donc il y a une mesure qu'il a décrite précisément et qui peut s'appliquer dans le cadre de beaucoup d'autres actions. En tout cas, toutes les actions extralégales, toutes celles qui ne sont pas régies par un règlement national, et il y en a beaucoup. C'est la suppression des seuils et le remplacement des seuils par des plages de progressivité, de dégressivité plus exactement quand on avance. Et la position ultime de la plage, c'est le reste à vivre décent. Et ça, il y a un deuxième axe là-dedans, c'est que les gens qui sont dans la misère, quand ils sont aidés, il faut qu'ils soient aidés plus que ceux qui sont pauvres, qui eux-mêmes doivent être aidés plus que ceux qui sont précaires. Alors qu'aujourd'hui, avec les notions de seuil, vous êtes à 1 euro au-dessus du seuil, vous n'avez rien, même si vous êtes précaire. Vous êtes à 0 ou à 5 centimes ou à 5 euros de reste à vivre par jour. Vous avez la même chose que si vous êtes à 1 euro en dessous du seuil. Et donc, il n'y a pas cette notion de justice sociale qui permet d'aider plus ceux qui sont plus dans la difficulté, d'aider ceux qui sont dans la pauvreté et d'aider un peu moins ceux qui sont dans la précarité, mais de les aider alors qu'avant, on ne les aidait pas du tout. Et donc, à budget constant, on peut mieux aider les gens et en aider plus. Et la même logique préside à un certain nombre d'autres aides qui, n'étant pas des aides légales ou des mesures, pas obligatoirement des aides, c'est-à-dire pas obligatoirement de l'argent qu'on distribue, mais des mesures permettent d'étendre le champ des populations qui vont être
qu'on va empêcher de tomber dans la pauvreté. Et donc, il y a beaucoup de mesures comme ça qui vont restreindre l'extension qu'on vit en ce moment, l'extension de la pauvreté et l'extension de la misère, parce qu'à l'intérieur de la pauvreté, on a des couches de population en Corse qui sont miséreuses, et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc ça, c'est toutes ces mesures, elles sont dans tous les domaines. Comment faire baisser le coût de l'énergie pour les familles les plus pauvres? Ce n'est pas la politique de l'énergie de la Corse dont on parle, hein. C'est pour les familles les plus pauvres, comment faire baisser leur dépendance financière aux besoins d'énergie. C'est pareil pour le logement, c'est pareil pour les transports. On a cherché à identifier toutes les solutions qui peuvent être mises en œuvre dans la situation actuelle et financière et juridique de la Corse pour atteindre cet objectif. Et on demande aux élus, vous êtes en train de faire la révision du PADUC. Le PADUC, il a une première... c'est un plan de développement durable. Il inclut le développement économique. Il inclut la manière de le faire pour préserver nos ressources naturelles et la diversité. Et il inclut aussi le volet social et l'amélioration du sort des populations. Donc, il mérite d'avoir un nouveau plan dans le PADUC. À vous, messieurs les élus, de construire ce plan. Nous, on vous donne les briques de base, peut-être, dont certaines d'ailleurs ont déjà des commencements de mise en œuvre, et on demande leur généralisation enfin, on vous propose leur généralisation parce qu'elles ont fait leurs preuves. On cite quelques exemples qui ont été mis en œuvre. Donc on vous donne ces briques de base, mais s'il vous plaît, messieurs les élus, construisez-nous un vrai plan ayant pour ambition de réduire le nombre de Corses qui vivent dans la difficulté et parmi eux, réduire le nombre de ceux qui sont pauvres et parmi eux, réduire le nombre de ceux qui sont dans la misère. Voilà. Donc on a maintenant l'intention de à la fois prendre toutes les remarques et toutes les améliorations qui pourraient être demandées ici, quitte à y travailler dans les jours qui viennent, mais ensuite, s'il y a d'autres suggestions, de les prendre aussi en compte. Donc tout le monde peut faire des propositions de nouvelles fiches et on les travaillera en groupe de travail. On n'aura plus autant de temps de disponibilité qu'avant parce qu'il y a quand même des autosaisines qui courent et on va avoir les travaux normaux du CESEC. Donc on n'aura plus la possibilité d'aller aussi vite qu'avant. Mais on va en parallèle travailler avec les services pour la mise en forme et on a déjà prévu en groupe de travail de travailler sur plusieurs axes qu'a suggéré Marie-Jeanne. Un axe qui est la qualification de la puissance de l'intérêt d'une solution par rapport aux enjeux. Ça contribue beaucoup, un peu, ou de manière très importante aux enjeux. Un deuxième axe qui est ça coûte rien, ça coûte peu ou ça coûte beaucoup. Et un troisième, ça peut se mettre en œuvre du jour au lendemain, dans l'année ou après un travail préalable. Alors, pour donner ces trois axes de qualification des solutions, pour permettre aux élus, par rapport à ces trois axes, de se fixer une politique avec une progressivité, enfin tout ce qu'il faut mettre dans une politique. Donc ça, on va le faire en groupe de travail sur ces fiches et on va en même temps prendre en compte toutes les propositions ou les demandes qui pourraient venir des conseillers. Et ensuite, on nous a demandé de réfléchir à comment prolonger ce travail. Et là, on est plutôt après l'aboutissement des travaux en cours en autosaisine actuelle. On pourrait en envisager une autre, cette fois-ci pour mieux appréhender les solutions existantes qui reprennent en compte plus ou moins des choses dont on parle là, parce que beaucoup de ces solutions qu'on préconise ont des débuts de réalisation quelque part. Donc approfondir la connaissance de
ces réalisations pour les mettre à disposition d'un plan, enfin, des services qui seraient chargés de mettre en œuvre certaines de ces solutions. Donc cet approfondissement ne peut se faire que par des auditions et des réceptions d'informations venant des acteurs qui les ont mis en œuvre. Et donc ça, c'est un travail qu'on peut pas faire avec le même rythme et la même disponibilité qu'on a eu jusqu'à présent. Et donc ça serait plutôt dans l'optique d'un travail d'autosaisine en 2027, si j'ai bien compris Marie-Jeanne. Voilà. Il y a un dernier volet, parce que on avait dit qu'on ferait ce volet aussi à la dernière réunion de la commission, puisque quand on a lancé ce travail, c'est au moment où il y a eu la problématique des places d'hébergement d'urgence qui étaient fermées. La situation ne s'est pas améliorée, hein, mais ce n'est pas du domaine de la CDC. On a quand même fait l'exercice sur non pas juste l'hébergement d'urgence, mais les associations qui assurent la lutte contre la précarité, qui sont mises à mal, alors de manière complètement dramatique pour celles qui font l'hébergement, mais toutes sont mises à mal par les réductions drastiques de financement. Donc, il y a un chapitre. On a fait ce chapitre à partir de l'information venant de la clé, dont je suis vice-président, donc j'en ai été porteur, mais aussi d'une association frappée par l'hébergement d'urgence, hein, Afratelens, qui ne fait pas que de l'hébergement d'urgence, mais qui, étant frappé par ça, on lui a demandé de venir nous proposer un certain nombre de choses qui se retrouvent dans le document. Et puis, plus spécifiquement, pour la précarité étudiante, on a travaillé avec Ayoto Studiantine, qui est venu aussi travailler sur des fiches qui sont dans le plan. Ayoto Studiantine qui fait un excellent travail. Il y a deux associations à l'université qui font un gros travail. C'est Ayoto Studiantine et Studenti Internazionali di Corsica, hein, voilà, qui sont les deux associations qui travaillent beaucoup et qui méritent d'être soutenues. Et donc on dit comment et sur quoi il serait nécessaire qu'ils soient soutenus. Sachant que là, on n'est pas dans des budgets de type économie corse, on est dans des budgets d'aide aux associations qui, étant des associations, ont un impact de résultat incomparable à toute autre mise en œuvre de dispositifs. Une association, elle bénéficie de ses bénévoles, elle bénéficie des dons, elle bénéficie de beaucoup de choses qui lui donnent un impact beaucoup plus important que la seule utilisation des fonds dont elle dispose. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, vous avez les fiches, vous pouvez réagir, les amender ou en proposer de nouvelles. Et on reviendra sur ce document de manière beaucoup plus longue au moment de l'examen par le CESEC. Donc, il y a encore quelques points à l'ordre du jour. Alors, je vous rappelais qu'on avait dit qu'on souhaitait plutôt faire une interruption plutôt que de continuer. Il nous reste quelques points à l'ordre du jour et nous aurions qu'une demi-heure pour les traiter. Donc, je crains que ce soit un peu compliqué de le faire, d'autant qu'il y a une motion qui sera proposée par Jean-Pierre Luciani qui sera discutée. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous suspendions la séance et que nous la reprenions plus tôt à 13h30 pour terminer pas trop tard cet après-midi. Donc je vous remercie, alors et bon appétit.
Bien, on va donc reprendre l'examen de l'ordre du jour en essayant d'être assez succinct, si vous le voulez bien. Alors, nous avions prévu d'examiner un projet de délibération pour modification du règlement intérieur, titre 14. Je vous propose, parce que c'est probablement, il y a des modifications de forme et peut-être même de fond qu'il va falloir prendre. S'il vous plaît, si vous voulez bien vous asseoir parce que, et qu'on puisse avancer. Christian, s'il te plaît. Donc, je proposerais qu'on revoie cette modification du règlement intérieur et qu'on le formule d'une autre manière et que nous le représentions à la prochaine séance du mois de mai. Voilà, s'il n'y a pas d'objection, on fait ainsi. Alors, projet de délibération portant organisation d'une conférence débat du mardi 12 mai 2026. Alors, pour vous donner un peu plus d'explications, c'est une Marie-Claire Martel qui est une membre du CESE national et qui a contribué à de nombreuses études menées par le CESE sur la politique, sur les politiques publiques de la culture et qui viendra nous proposer une synthèse de l'ensemble de ces... Il y a eu 5 avis ou résolutions du CESE concernant les politiques publiques de la culture qui viendra nous en faire une présentation synthétique et qui aura pour objet aussi de tracer des perspectives pour repenser la politique culturelle. Donc elle viendrait le 11 mai 2026 à Ajaccio et elle est présidente d'une association très importante qui s'appelle le COFAC, Coordination des fédérations et associations de culture et de communication, qui représente, qui a été créée en 1999 et qui représente 40 000 associations culturelles et 29 fédérations nationales. Et c'est un peu un pôle culture du mouvement associatif et qui permet d'être une instance de réflexion, d'action de manière concertée et qui contribue à l'élaboration des politiques culturelles au niveau national à travers les travaux qui sont menés au CESE et ailleurs. C'est une association, une coordination d'associations qui s'adosse à la revalorisation de la fonction des amateurs et des bénévoles, avec l'idée qu'il faut un peu restaurer l'idée de l'éducation populaire et de la développer, parce que c'est vrai que ça a été, il y a eu un hiatus entre l'action du ministère de la Culture et l'action de Jeunesse et Sport, et il y a beaucoup de choses qui n'ont plus été mise en lien, alors que l'éducation populaire est indispensable à la démocratisation et à la démocratie de la culture. Donc c'est tout autour de ces questions qu'elle interviendra. Et elle souhaite, alors il y aura 2 temps dans cette réunion, le temps de la rencontre débat, conférence débat avec les membres du CESEC le matin, de 10h à 13h, ah, c'est ça Céline, et l'après-midi, à 15h, on avait dit, c'est ça, ou 14h30 ou 15h, on souhaiterait élargir à l'ensemble des associations qui relèvent d'une part, évidemment, du mouvement culturel et dans le cadre des associations, mais également de l'économie sociale et solidaire. Et donc, toutes vos suggestions d'associations qu'on pourrait inviter à cette occasion seraient bienvenues, parce qu'on va faire les invitations au début de semaine prochaine. Alors, quelle est l'action du COFAC et quel est son intérêt? C'est les axes d'action, c'est évidemment la place et la reconnaissance des pratiques amateurs
mais le rôle des associations dans l'éducation populaire et l'éducation artistique, la réflexion sur les manières de financer et la réflexion sur une nouvelle économie de la culture, la mise en place d'un certain nombre de formations, la structuration du secteur et des enjeux avec les fonds européens des associations culturelles. Alors l'intérêt de cette fédération, c'est qu'elle est aussi un soutien très puissant en ingénierie qui peut permettre justement, si on décide collectivement, c'est un peu hors CESEC, mais c'est promu par le CESEC, si on décide collectivement de faciliter la création d'une fédération de ces associations en Corse, ça pourrait permettre d'avoir un rapport de force différent vis-à-vis des institutions, ça pourra permettre de faire avancer et de soutenir les avis du CESEC en la matière et même les problématiques rencontrées par l'ensemble des acteurs culturels, environnementaux d'ailleurs aussi, et du mouvement associatif. Voilà, c'est une association qui est agréée évidemment jeunesse et sport et qui a pas mal de moyens d'action. Voilà, si vous avez des questions ou si, je sais pas, si je souhaiterais vraiment que vous nous adressiez des noms d'associations ou de responsables à inviter. Voilà. Donc, structurer un réseau au service du bien commun, participer à la co-construction des politiques publiques, concourir à la réalisation des droits culturels partout et être un acteur au service des projets portés par les associations. Voilà. Globalement, je vous ai dit les missions essentielles de cette fédération. Alors, il y a aussi des actions et il y a par exemple beaucoup, alors pour votre information, il y a beaucoup d'associations du domaine musical, parce qu'il y a énormément de pratiques amateurs dans le domaine musical en Corse comme ailleurs, qui sont adhérentes à cette fédération. Par exemple, les JMF, mais encore beaucoup d'autres, le Conservatoire et encore beaucoup d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition? Donc, je ne vois pas de main levée. Ah ben oui. Enfin, c'est gratuit pour les participants. C'est nous, on aura alors à prendre en charge son voyage et son hébergement. Voilà. Donc, je vous propose de valider, si vous en êtes d'accord, la délibération qui porte justement sur cette organisation de cette journée. Le 12 mai. Ah, c'est le lundi. Alors, mais non, le lundi, est-ce que c'est le 11 ou le 12? Je ne sais plus. C'est le 11. C'est le 11. Non, c'est le 11. Non, non, sur le document, c'est le 11. C'est le 11. Alors, c'est moi qui me trompe à chaque fois entre le lundi et le mardi. Donc, c'est le lundi 11 mai. Moi, je croyais que c'était le 12, mais c'est le 11. Voilà. Donc, je vous propose de valider, si vous en êtes d'accord, ce projet de délibération. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, donc ce projet et cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Oui. Non, mais je sais. Nous allons procéder maintenant au vote de la délibération concernant les mandats spéciaux qui sont en fait les déplacements que je fais à l'extérieur de la Corse pour assister essentiellement à des rencontres avec le CESE ou à des réunions avec Césaire de France. Donc, vous voyez que ça c'est rétroactif puisque ça valide le déplacement du 28 au 30 janvier, du 12 au 13 mars, du 24 au 27 mars. Et ça inclut le prochain du 19 au 20 mai. Voilà. Y a-t-il des questions ou des oppositions? Bien, donc nous allons procéder au vote de cette délibération. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui
vote contre, donc ce projet de délibération est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors peut-être quelques mots, peut-être avant de passer la parole à Jean-Pierre Luciani pour la présentation de la motion que vous avez, qui nous a été présentée, deux ou trois points d'information, et peut-être que si vous en ressentez le besoin, et je pense que ce serait peut-être utile au moment des questions diverses, après l'approbation enfin en tout cas l'examen de cette motion, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne un peu sur l'annonce que j'ai faite en début de propos introductif concernant l'optionnalité des Césaires. Donc juste comme info, nous avons reçu 3 rapports pour information qui vont vous être envoyés. Ah, c'est ça, Céline. Donc un rapport sur les contrats de concession de services des transports aériens à destination de la Corse, 25, 29 et 26, 30. Donc ce sont des rapports d'information pour lesquels on ne nous a pas demandé d'avis. Ensuite, rapport d'info relatif au cahier des charges anti-spéculation pour l'attribution des logements en primo-accession de l'Office foncier de Corse. Et enfin, le dernier rapport d'info sur le déploiement et la commercialisation du réseau très haut débit pour la Corse. Voilà, donc vous allez les recevoir et si vous le souhaitez, à une occasion, nous pourrions éventuellement en débattre. Juste un petit rappel. Nous aurons, comme vous le savez, la session, ce qui justifie notre réunion d'aujourd'hui, la session de l'Assemblée de Corse exceptionnelle sera lundi et mardi, avec une autre le 4 mai qui prévoit l'élection du nouveau conseil exécutif et de son président. 12 mai donc. 12, hein, c'est ça. 11 mai, je vais y arriver, excusez-moi. 11 mai, la conférence de débat avec Marie-Claire Martel. 13 mai, il y aura le bureau pour les personnes qui participent au bureau. Et enfin, les commissions seront du 18 au 22 mai, avec la plénière le 26 mai, et moi je me déplacerai avec Céline à Césaire de France le 20 mai. Voilà, pas d'autres questions, points d'information, donc je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Luciani pour qu'il nous présente son projet de motion. Si tu veux peut-être la lire, Jean-Pierre. Oui, Madame la Présidente. Je vais présenter une motion qui concerne un sujet d'actualité et qui concerne la problématique de l'enseignement immersif en Corse et plus spécifiquement le dispositif d'enseignement immersif de Scolagours. Il s'agit d'un plaidoyer pour le devenir de Scolagours et, nous l'espérons, un passage de la précarité à une véritable reconnaissance. Ça marche? Alors, il s'agit d'un plaidoyer pour le devenir de... Pour le devenir de Scolagours, alors nous exprimons aujourd'hui, au cœur d'un moment qui est charnière, c'est celui des négociations pour la contractualisation généralisée des postes de Scolagours. Nous prenons acte de la posture affichée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer,
et nous exprimons par voie de conséquence une solidarité indéfectible au projet pédagogique de Skolagours qui est directement et injustement visé par ce dernier, et je dirais même exclusivement. Depuis 5 ans, l'enseignement immersif associatif a fait ses preuves. Il est considéré comme un laboratoire avancé du dispositif académique. Il joue un rôle moteur et un rôle émulatif indispensable, basé sur une certaine pertinence et sur l'autonomie de son modèle. Aujourd'hui, nous devons de défendre son existence, car les moyens nécessaires à la plénitude de sa mission doivent être indispensables. Il s'agit d'un modèle d'harmonie et loin des chimères de l'exclusion, comme cela a été présenté par l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Depuis son déploiement, Skolagours ne se construit contre personne. Elle naît d'une urgence culturelle et d'une aspiration citoyenne profonde. Prétendre que son action tend vers un monolinguisme d'exclusion ou exacerbé relève de l'imposture. Bien au contraire, Skolagours forge les citoyens de demain, des esprits ouverts à l'altérité, parés d'une complémentarité linguistique exemplaire. L'excellence pédagogique pour seul étendard. Le réseau immersif associatif n'est pas un substitut de second rang. C'est un modèle de réussite dont l'efficacité a été éprouvée depuis un demi-siècle au sein d'un réseau qui s'appelle Escolim et qui comprend l'ensemble des représentations des régions à forte identité linguistique en France, c'est-à-dire la Bretagne, le Pays basque, le Pays catalan, l'Occitanie, l'Alsace et également le 6e, la Corse, qui est arrivé en petit dernier. De la Bretagne aux terres alsaciennes, du Pays basque à l'Occitanie, du Pays catalan à la Corse, les fruits de cet enseignement sont admirables. Ces élèves plurilingues, issus de ces régions de France à forte identité linguistique, obtiennent des résultats excellents, se hissant, alors pas pour la Corse pour l'instant, mais en tout cas se hissant concernant les autres régions, régulièrement parmi les plus brillants bacheliers de l'Hexagone. Soutenir que l'immersion menace la langue de la République, c'est une contre-vérité qui, elle, est idéologique. L'enseignement immersif ne fragilise rien. Il édifie des ponts, il transforme la maîtrise des langues, et c'est une force vive dans un monde qui est totalement globalisé. Aujourd'hui, nous nous trouvons sous le joug d'une certaine hypocrisie institutionnelle. Malgré cette excellence manifeste et la validation des 2 premières classes contractualisées cette année par l'État, et c'est cela que le ministre dans son poste vise. Skolagours, ça demeure entravé dans une précarité juridique insupportable. Les résonances de la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2001 concernant la loi Molac maintiennent les établissements dans une insécurité qui menace leur survie même. En ciblant ces premières contractualisations, l'ancien ministre a tenté de briser l'élan d'une reconnaissance globale. S'attaquer à Skolagours, c'est outrager tout l'ensemble du réseau Escolim, parce que s'attaquer aujourd'hui à la Corse, ça veut dire que les autres régions qui sont installées depuis, pour certaines depuis 1969, pourraient être remises en question. Et par extension, s'en prendre aussi à un patrimoine reconnu par l'UNESCO comme une richesse de l'humanité. Nous nous interrogeons sur cette posture de l'ancien ministre qui, au nom de l'article 2 de la Constitution, que je rappelle, la langue de la République est le français, ne consent qu'à un enseignement au rabais, condamnant les élèves à n'être que des locuteurs de façade à travers des formats standards et pseudo-bilingues, ne produisant que de trop rares corsophones. En fait, si on résume, on aimerait que la langue corse soit enseignée, mais par contre, il ne faudrait pas que les enfants la parlent. Agiter le spectre de la loi contre le séparatisme, eh oui, dans ce domaine, pour mesurer l'enseignement immersif à haute exposition linguistique est un procédé inacceptable. Parce que c'est bien cela qui est soulevé. La forte présence de la langue corse, l'ancien ministre considère que l'on tombe sous le coup de la loi contre le séparatisme. Article 2 de la Constitution. 11 postes... La contractualisation, aujourd'hui, est une exigence de justice. L'excellence ne peut fleurir sur le terreau de l'incertitude juridique. La revendication relative à la généralisation de la prise en charge contractuelle de tous les enseignants de Skolagours est centrale.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça. Il y a en Corse des écoles privées qui existent, qui sont aussi associatives, hein, qui sont confessionnelles. Et je peux vous assurer que tous les postes sont contractualisés. Pourquoi Scola-Gours ne peut pas bénéficier à un moment donné d'un one-shot comme ça s'est fait à un moment donné? Ça s'est fait pour les Occitans, ça s'est fait à un moment donné pour les Basques. Les Basques, dans les Ikastola, l'ultra majorité des postes sont contractualisés. En Corse, on a 200 enfants qui sont dans des écoles Scola-Gours. On est en train de mettre en péril la République et il faut écraser, justement, parce que c'est une petite structure, la chose dans l'œuf. Voilà. C'est injuste, ce n'est pas acceptable. 11 postes concernent cette contractualisation qui sera l'unique rempart capable de garantir la stabilité des équipes et la pérennité de cette offre éducative. Nous refusons que les familles et les maîtres vivent plus longtemps sous l'épée de Damoclès d'un prétexte de vide juridique. Contractualiser, c'est enfin reconnaître que Scola-Gours remplit une véritable mission de service public d'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scola-Gours est visité tous les ans, contrôlé, normalement, c'est prévu par les textes, par les inspecteurs de l'éducation nationale. Cette année, c'est l'inspectrice générale de l'éducation nationale qui est venue de Paris, voir ce qui se passait. Alors, M. Blanquer n'est jamais venu en Corse, mais lui, il sait que dans la cour de récréation, il paraît qu'il est interdit de parler français. Il le sait, je ne sais pas comment il a fait, à distance, peut-être en visio. Par contre, l'inspectrice générale de l'éducation nationale, ça, elle n'a pas remarqué. C'est bizarre. Elle est venue. Elle est allée à l'école de Bigouille, et elle n'a pas remarqué ça. Mais M. Blanquer, lui, l'a vu. À l'heure où se finalisent les derniers arbitrages ministériels, et oui, comme vous le savez, on est en période de carte scolaire, et dans le privé également, les derniers arbitrages ministériels, c'est maintenant. Nous souhaitons le dénouement immédiat des négociations pour l'intégration de l'ensemble du corps enseignant, 11 postes restants, sous statut de contrat d'association. Nous souhaitons la sécurisation définitive du cadre juridique de l'enseignement immersif afin de lever l'hypothèse qui pèse sur nos écoles en Corse, qu'elles soient associatives ou publiques. Sachez bien que le coût qui est porté à Scola-Gours, l'enseignement immersif, alors existe sous une autre forme, à moins forte exposition dans l'école publique, mais sachez que ça peut tomber sous le coup de la loi contre le séparatisme et ça peut être aussi considéré comme inconstitutionnel, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Blanquer. Il est grand temps d'arriver à une sécurisation définitive du cadre juridique de l'enseignement immersif afin de lever l'hypothèque qui pèse sur nos écoles en Corse, qu'elles soient associatives ou publiques, je me répète. Le respect sacré du patrimoine linguistique en France, tel que sanctuarisé par l'article 75.1 de la Constitution. Oui, les langues régionales sont dans la Constitution, article 75.1, oui. C'est considéré comme l'article 1 du Code du patrimoine aussi, c'est même l'article 1 du Code du patrimoine, les langues régionales sont reconnues. Pour autant, ça ne confère aucun droit juridique, aucun droit statutaire, c'est-à-dire que c'est dans la Constitution, comme pour reprendre les propos de la constitutionnaliste Vanda Mastor, je cherchais son nom, elle avait dit que ça avait juste un aspect pas esthétique, je ne sais plus si elle avait trouvé un terme dans ce style. C'est-à-dire un peu comme des bibelots qui sont posés sur un meuble, voilà, ils existent, c'est dans la Constitution, mais voilà, ce sont des bibelots. Non, c'était pas esthétique, mais c'est dans ce style-là, je ne sais plus. Il est grand temps aujourd'hui que l'État permette, dans le cadre de ses obligations en matière d'éducation, d'ancrer Scola-Gours dans le paysage éducatif corse, et évidemment par des actes budgétaires, sonnants, trébuchants, bien concrets. Nous, en tant que représentants de la société civile, nous demandons avec force la contractualisation intégrale de Scola-Gours portant sur 11 postes. Cet arbitrage, qui se joue dans les prochains jours au ministère de l'Éducation nationale, constitue un tournant historique et un enjeu linguistique vital pour l'avenir de la Corse. Ce qui est visé ici, c'est Scola-Gours, mais ce qui est visé aussi derrière, c'est tout l'enseignement de la langue corse, même dans les autres dispositifs. Je voulais juste, je ne l'ai pas mis dans cette motion,
Il faut faire savoir que, vous le savez, puisque le préfet l'a bien reconnu, il a été interviewé par les journalistes, il l'a reconnu, il y a un recours au niveau du contrôle de légalité, du fait qu'un subventionnement qui a été très actif de la part de la collectivité de Corse est remis en question parce que contrôle de légalité, ça ne relèverait pas de ses compétences. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que si la CDC a voté un subventionnement pour la langue corse et pour Scolagours, c'est-à-dire ce qui est remis en question, c'est le fait que l'on subventionne quelque chose qui relève de l'école primaire et surtout qui aille sur des masses salariales enseignantes. Ce qui est quand même absurde, c'est que ces masses salariales enseignantes, si les postes sont contractualisés, c'est l'État qui doit le faire. L'État non seulement ne le fait pas, la CDC compense et la CDC est attaquée. Il y a quand même une aberration. Et dites-vous bien que si demain, véritablement au niveau du TA, parce que vous savez, un TA, c'est réglé comme du papier à musique, on applique le droit. Et si véritablement ce subventionnement tombe sous le coup de la justice, dites-vous bien que Scolagours, tout ce qui s'est mis en place pendant 5 ans, pourrait être totalement remis en cause. Donc, M. Blanquer le sait. Dites-vous bien que M. Blanquer, s'il l'a fait, c'est tout simplement pour faire le buzz et apparaître. Il n'est ni député, il n'est plus grand-chose si ce n'est un universitaire. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'apparaître parce que c'est un nom. Quand on dit Blanquer, je peux vous assurer que tous les enseignants se souviennent de Blanquer. Et on se sert de la Corse pour demain peut-être une éventuelle carrière politique. J'existe, je suis là, je fais des tribunes et j'attaque. Je vous remercie. Je ne sais pas dans quel ordre ces mains se sont levées. Donc, allez, je commence comme ça. Il n'y a qu'à faire par étage. Allez, Monsieur Luciani. Et après, je... Oui, alors, pour expliciter, bien évidemment, Jean-Pierre Luciani a parfaitement décrit l'enjeu. Je voudrais quand même dire que quand on a recours, petite précision, à la loi sur le séparatisme, c'est une loi du 24 août 2021 qui compte 57 articles et qui a été faite essentiellement pour lutter contre le séparatisme islamique et qui a un aspect qui est sur l'éducation, notamment parmi les amendements qui ont été adoptés, il y a celui de l'interdiction de l'école à la maison, et que donc c'est une loi qui s'inscrit dans un contexte politique fort, et que si elle est appliquée, effectivement, elle conduirait à classer Scolagours dans les associations illicites, il faut bien le dire, et conduire tout simplement à la remise en cause totale de son existence. Donc ce n'est pas une attaque de petite envergure, puisque c'est une attaque qui est liée à quelque chose de global. Et en utilisant cet article et cette loi, c'est une remise en cause donc, de l'existence d'enseignement immersif, du réseau de Scolagours et bien sûr, et du rôle de l'Assemblée dans le financement et également de l'ensemble par la suite, comme l'a dit Jean-Pierre, du réseau Escolim. Bon, on est au cœur, je dirais, du système. Évidemment, Blanquer n'est plus ministre de l'Éducation, mais c'est quand même quelqu'un qui a compté, dont le nom compte. Et il faut bien se rendre compte que j'allais dire, dans l'état profond de l'éducation nationale, pour employer un terme, il est beaucoup plus écouté qu'on ne le pense. Il ne faut pas voir la chose vue de Corse où ça suscite une réaction, il faut voir la chose vue de Paris et dans les cercles administratifs qui sont là-bas. Donc c'est une attaque importante et ça pose la question
justement du transfert de la compétence éducative et de la sécurisation des dispositifs de l'enseignement de la langue corse. Parce que nous sommes aujourd'hui, alors évidemment que l'article qui dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la France est peut-être un article cosmétique, mais c'est quand même un article qui est dans la Constitution, donc il est quand même pas mis, même si ces déclinaisons ne sont pas directement importantes comme l'article 2. Il y a aujourd'hui un débat central sur la question de l'éducation et sur la question de la projection à venir et de la sécurisation des dispositifs éducatifs. Donc ce n'est pas quelque chose d'innocent. Il y a le statut d'autonomie qui va venir. Dans le statut d'autonomie, il y a les 2 articles qui vont être importants sur le pouvoir législatif et la communauté historique, culturelle et linguistique. Et il y aura la déclinaison de la langue organique, au sein duquel il y a la question du statut de l'éducation. Donc, je veux dire, on est vraiment dans un débat crucial et qui, si Scolacours, ça veut être remis par l'article sur la loi sur le séparatisme, donc du 24 août 2021, ce serait quelque chose de très grave qui arriverait. Excusez-moi, donc il y avait Monsieur Dalcolette et ensuite on remontera comme Monsieur Dalcolette. Oui, la menée un peu guerrière de Blanquer est effectivement quelque chose qui est à craindre pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'acteur principal du mauvais film qu'on a vu jouer en 2021, avec la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2021, qui rend anticonstitutionnel l'enseignement immersif, alors qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps. Alors que, pour cadrer, contrer cette décision du Conseil constitutionnel, le chef de l'État a demandé qu'il y ait une circulaire qui fasse des contorsions pour que cet enseignement immersif qui existe soit quand même quelque chose à considérer. Ce qui est à craindre, c'est que Blanquer, qui était ministre à l'époque, avait quelqu'un dans son cabinet qui s'appelle Geffray. Et Geffray, si je ne m'abuse, c'est le ministre actuel. Ça, c'est également dans le contexte à prendre en considération. Moi, j'ai étudié depuis l'édit de Villers-Cotterêts de 1532 de François Ier, tous les textes qui ont été votés, promulgués par l'État en France sont contre les langues régionales. Tous. À part l'article 75.1 de la Constitution du 4 octobre 58, qui est récent, qui est, comme on disait tout à l'heure, cosmétique, tous les textes sont contre les langues régionales. Il y a 2 signes qui sont récents, qui sont très récents. L'un qui vient du Sénat. Il y a un rapport récent du Sénat qui date de 4 ou 5 mois, qui enfin, au sein de la démocratie française, reconnaît l'importance des langues régionales. C'est un très long rapport qui est hyper intéressant à étudier. Autre signe un petit peu encourageant, c'est la décision de Darmanin par circulaire demandant au procureur de la République de ne plus instrumenter sur les histoires du tilde qui est mis dans les prénoms des enfants, puisque la même décision de mai 2021 qui déclare illégal l'enseignement immersif déclarait de même illégal le tilde. Donc il y a 2 petits éléments qui font que on dirait qu'il y a un petit intérêt. Mais c'est peut-être pour ça que Blanquer s'est manifesté. Il a peut-être vu que commençait à poindre dans notre démocratie un petit intérêt pour les langues régionales. Ce qui est scandaleux, quand on revient à cette décision du Conseil constitutionnel contre la loi Molac de 2021, c'est que le recours a été fait la veille de la promulgation du texte Molac, qu'il a fallu, en application de la Constitution, trouver ce soir-là 60 députés
qui ont signé le recours devant le Conseil constitutionnel. C'est l'obligation mise à la charge du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour valider un recours au Conseil constitutionnel contre une loi. Parmi ces 60 signataires, il y en a qui ne savaient même pas ce qu'ils avaient signé, qui sont revenus après sur leur signature, mais c'était trop tard. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que, en dépit du principe fondamental qui est constitutionnel de séparation de l'exécutif et du législatif, le recours de 2021, il a été rédigé au sein du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. C'est véritablement scandaleux. C'est véritablement scandaleux. Et c'est pas étonnant que dans le contexte que nous vivons, nous, pour la contractualisation des enseignants de Scola-Gours, si la contractualisation ne passe pas, Scola-Gours, c'est terminé. Ça, il faut. Tu l'as dit, et merci de l'avoir dit de façon aussi claire. Avec tout l'ensemble, c'est un échiquier en fait. Les figures avancent, elles se manifestent. Le recours contre la subvention accordée à Scola-Gours, c'est dans ce dispositif-là. C'est pour contrer l'enseignement de notre langue à nous. Ils sont peut-être moins regardants lorsque, dans nos grandes écoles françaises, on a des cours entiers qui sont dispensés en anglais. Là, on se tait, on ne dit rien. Contre nous, on instrumente toujours. Voilà ce que je voulais dire en complément. Et ti ringrazio d'aver scritto sa mozione. Monsieur, alors en remontant, Monsieur Casabianca. 2 petites secondes. Pardon. Juste pour... Jean, je suis au regret de te saper le moral, mais le rapport sénatorial de Max Brisson, récent, qui est un rapport très intéressant, n'est qu'un rapport. Voilà. Quant à l'intervention de Gérald Darmanin, c'est-à-dire de faire preuve de bienveillance, ça ne pèse pas beaucoup par rapport à la loi qui doit s'appliquer sur les signes diacritiques qui n'appartiennent pas à la langue française, c'est le cas du tilde. Il se trouve que nous, on a des prénoms corses, il n'y a pas de tilde, mais on a bien des accents sur les i et les accents sur les o, et à ma connaissance, ce n'est pas fait pas partie des signes diacritiques de la langue française. Pour autant, il se trouve que ce n'est pas dans nos prénoms, et donc ça ne pose pas de problème au niveau de l'état civil, on a cette chance. Voilà. Oui, alors moi, je voulais revenir un peu sur, pour ma culture personnelle. J'ai compris quand il y a eu la discussion sur la subvention à Scola-Gours qu'il y avait un mécanisme qui était prévu donc dans les textes pour que la reconnaissance soit opérée au bout de 5 ans d'exercice dans une école telle que Scola-Gours. Ce qui fait qu'on a demandé à un moment donné une anticipation sur ce délai des 5 ans pour pouvoir avoir une reconnaissance partielle. Et entre-temps, on va dire, la collectivité de Corse prenait à sa charge la partie qui n'était pas reconnue et qui n'était donc pas prise en charge au niveau État. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai comprise. Hein. Si je n'ai pas bien compris, Jean-Pierre, tu vas me reprendre. Hein. Mais du coup, il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que l'ouverture successive des écoles relevant de Scola-Gours, ça fait que les plus anciennes ont atteint apparemment le délai de 5 ans, donc sont éligibles pour être reconnues, je dirais, alors que les plus récentes ne le sont pas encore. Je ne crois pas me tromper. Au moins, les 2 plus récentes n'ont pas atteint les 5 ans. Donc là, la demande de reconnaissance serait aussi une demande d'anticipation sur ce délai voulu, si j'ai bien compris. Et dernier point, du coup, le procès qui est fait à la collectivité de prendre en charge des dépenses qui ne lui incomberaient pas, hein, qui seraient en dehors de son périmètre naturel, en réalité, c'est une compensation financière par rapport à une future reconnaissance. Donc c'est transitoire en réalité.
un soutien financier qui devrait disparaître dès lors que l'État devait reconnaître effectivement le Scola-Gours. J'ai peut-être tout faux, hein, mais il faut que tu m'expliques si ce que je viens de dire est complètement à côté de la plaque ou pas. Parce que si ce n'est pas à côté de la plaque, alors il y a des aspects de la motion qui me paraissent poser un petit peu problème. Dans la mesure où on peut demander par anticipation une reconnaissance complète des différentes écoles de Scola-Gours, mais du coup, ce n'est pas une obligation, c'est une demande qui peut être faite. Voilà. Comme d'ailleurs ça a été fait antérieurement, puisque antérieurement, on a fait la demande d'anticiper sur le délai prévu par les textes de la reconnaissance, et donc de la prise en charge par l'État, parce que reconnaissance égale prise en charge par l'État. Voilà, donc est-ce que tu peux m'éclairer sur ces différents points? Merci. Oui. Tu n'es pas du tout à côté de la plaque. Voilà. Il y a différents éléments. D'abord, tu dis la contractualisation pour une association de ce type-là, de type enseignement immersif, il faut à un moment donné prouver, il faut passer un délai de 5 ans. Scola-Gours a eu ses premières contractualisations au bout de 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a une contractualisation anticipée. Par contre, il faut savoir que les textes prévoit, dans certains cas de figure, la possibilité d'anticiper par rapport à l'existence de logements nouveaux, un certain nombre de logements nouveaux sur le secteur où est implanté l'établissement. L'État aurait pu attendre 5 ans, ils ont permis au bout de 4 ans d'avoir les 2 premières contractualisations qui sont des postes, ce n'est pas des écoles, c'est des postes. Et il y a eu un poste sur Bastia et un poste sur Bigouille, sur les 2 premières écoles de 2021. Mais il y a plus d'enseignants. Il y a actuellement 13 enseignants sur l'ensemble de 5 écoles. Ça veut dire que Scola-Gours a commencé à travailler à la force du poignet, avec les 2 premières années, l'autofinancement uniquement. Et puis il y a eu l'intervention de la collectivité de Corse, qui a des prérogatives indéniables en matière de langue corse. Mais il est vrai que normalement, la collectivité de Corse n'a pas de prérogatives au niveau de l'enseignement primaire. C'est là que ça pose problème. Ce qui est quand même, et le recours, il faut le savoir, ne porte que sur la dernière année. Il n'y a pas un effet rétroactif. Le recours du préfet, il se trouve que c'est sur la dernière année. Mais malgré tout, l'État n'a aucune obligation de contractualiser un poste, 2 postes ou 11 postes. Il fait comme bon lui semble en fonction de la situation. Il ne vous a pas échappé que la situation des postes budgétaires était pas très bonne cette année dans l'enseignement public et encore moins bonne dans l'enseignement privé. Ce sont, attention, il ne faut pas faire penser à des vases communicants, ce sont 2 BOP de budget tout à fait différents, le privé et le public. Mais de toute façon, il y a une baisse démographique qui est très forte et qui va en plus s'accélérer. Il y a eu des projections faites par l'ADEP jusqu'en 2035 et il va y avoir des chutes d'effectifs. Alors en France, chute démographique et chute d'effectifs dans les classes. Et en Corse, alors il n'y a pas une chute démographique, ça tout le monde le sait, mais par contre, il y a une chute des effectifs qui est indéniable. Donc vous avez à un moment donné un ministère qui agit en fonction du contexte. Et ça peut être aussi un alibi pour dire, écoutez, nous on peut donner un peu, mais on ne va pas donner plus. Il y a 11 postes, écoutez, on vous donne 2 postes, ça vous suffit. On vous donne 4 postes, allez, vous vous débrouillerez avec ça. Mais nous savons qu'il y a ce recours. Et ce recours, de la part du plus haut représentant de l'État, c'est-à-dire de l'État, c'est le même État qui aurait pu, même l'an dernier, contractualiser, il n'y en avait pas 13, mais en contractualiser, je ne sais plus combien il y en avait, il devait y avoir peut-être 9 l'an dernier. Parce que ça permettrait, il faut le savoir, demain, s'il y a la contractualisation à Scola-Gours, d'être totalement, quand je dis dans les clous, c'est-à-dire que la CDC peut intervenir au niveau de certains subventionnements en dehors des masses salariales enseignantes, et dans ce cas-là, la collectivité de Corse peut intervenir. Et nous avons, à Scola-Gours, notre propre autofinancement, c'est-à-dire les dons de particuliers, les entreprises, et vous avez aussi des collectivités locales.
la collectivité de Corse ne peut pas intervenir au-delà de 70%. Les collectivités locales interviennent au niveau de 10%, Skolagours doit se débrouiller pour trouver les 20%. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Donc si aujourd'hui on a la contractualisation généralisée, bien évidemment il y a un nouveau plan économique qui permettrait à Skolagours de continuer, et à la collectivité de Corse, parce que qui a attaqué, ce n'est pas Skolagours. Skolagours, c'est la conséquence. C'est la collectivité de Corse. Mais la collectivité de Corse sera dans l'obligation de se retourner vers Skolagours. Moi, ce qui m'a un peu gêné dans cette histoire, c'est que j'ai vu beaucoup de... Je vous le dis comme ça, j'ai vu, toutes tendances confondues, une opinion publique, de droite, de gauche, nationaliste, toutes tendances confondues, une société qui est attachée à sa langue et qui, en fonction des arguments des uns et des autres, me permettent de comprendre que pas tout le monde est au fait des choses. Beaucoup n'ont pas compris que ce qui était visé, ce n'est pas spécialement Skolagours, c'est de dire il y a un enseignement avec une langue à haute exposition. Et c'est ça qui dérange M. Blanquer. Et si demain Skolagours est attaqué, il faut savoir que Skolagours travaille aussi en partenariat avec l'école publique. Skolagours reçoit des stagiaires qui sont dans leurs études, master de l'enseignement, ils vont en stage à Skolagours et ils voient un dispositif. Et un dispositif qui marche, mais ce n'est pas parce que Skolagours ils ne sont pas meilleurs que les autres. C'est parce que le dispositif prévoit une haute exposition à la langue corse, avec des enfants qui ne sont pas monolingues, des enfants qui sont bilingues. Mais le contre-pouvoir entre la présence de la langue française dans en dehors de l'école, qui est très forte, la langue française est omniprésente, et la forte exposition permise par le dispositif pédagogique pendant le temps de classe, mais également pendant le temps de garderie, pendant le temps de cantine, parce que Skolagours, à la différence de l'école publique, a cette maîtrise. L'enseignement public n'a pas cette maîtrise. Ce sont les collectivités locales qui recrutent des aides maternelles, qui recrutent des gens qui, pendant la cantine, surveillent les enfants. Skolagours, le recrutement se fait sur la base de la corsophonie. Donc il y a une forte exposition. Et s'il y a des résultats, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ce dispositif pédagogique est valable. Et tout le monde le sait, il n'y a pas de hasard, c'est mathématique. Ce qui est embêtant, c'est que ça ne s'inscrit pas dans les valeurs, dans le canon des valeurs de la République, et comme le disait notre collègue, ça peut tomber sous le coup de la loi contre le séparatisme, ce qui est une aberration. Quant à trouver comme prétexte qu'il y a une interdiction dans la cour de récréation de parler le français, alors ça, M. Blanquer, il faut qu'il vienne, il faut qu'il voie, et là il pourra s'exprimer. Ah oui. Allora, è peggio che ciò che dicia, vale a dire che ciò che è visto qui è un fatto che un zitteto può palisare un altro zitteto. No, j'essaie di couper. A toi. No, giusto appunto, l'ha già fa corti in corsi, così fuori di Blanquer tutto il mondo da capisce. A momenti, Parchiccio l'ha sempre dit che con la lingua gorza, con scuola gorza, les citoyens de demain seront des esprits ouverts à l'altérité parés d'une complémentarité linguistique exemplaire. Non abbiamo mica bisogno di dire che per via da lingua gorza i zideli hanno diventato a parte. Perché io penso che non abbiamo mica bisogno di giustificare sempre la nostra lingua gorza. Come vidolo, non ne parli mica in corso perché è chiuso o a parte. A momenti, non si può mica dire che l'immersione viaggia. Di sicuro sappiamo che viaggia, ma i francesi la dicono sempre, posto che non è mica una strutturazione mentale. Firmiamo a nostra realtà, a nostra verità, che a momenti c'è la sostiene scuola gorza, perché il lavoro è importante, perché a momenti c'è un'ingiustizia, ma non è mica da giustificare il nostro parere. Perché se no vale dire che proviamo di piantare qualcosa che sarebbe un fondo di intolleranza che ne so. No, a momento funzionando così, Dio mi pare, vogliamo dimostrare
che semi-normali. No, semi-normali. Tocca a egli di capisci che disottonti. Penso, ma a dire francamente, ce n'è una te che ha sempre di dire, e a stessa per noi quando noi vediamo i film in corso, quando faccio un film in corso, comando in un festival, a un momento non dico mica, mi scusarete, è un film che è stato fatto in una piccola lingua che ha sapete, se mi può parlare, ma se ma parte. No, facciamo un film in lingua corsa, un mandiamo al festival, o vuole mica, non è mica come problema. A un momento, veramente, ho la piantata a fare qui perché da retague e io penso, vedo come un piccolo complesso o qualcosa così. Mi scusate, è di sicuro di avuto la fare, ma penso che tocca a noi di scambiare appena e di dire che no, è così. E di dire qui hanno diritto di imparare il corso, da manà a sera, di campare in corso, di giocare in corso, di fare sport in corso. Al momento basta. Allora, se tu permetti di avere un parangono, perché sono consente con te, ma c'è quantunque qualcosa da dire. A sa che non importa quale un menturato può fare un'alleanza contro non importa quale. Ha un diritto. E quando questo affare succede, credo che vittima di questa alleanza dice sempre ma io non ho mica andato a giustificarmi. Perché non c'è nessuna ragione, sono conoscente. Credo che pone un'alleanza contro me, non capisco mica. E io non ho mica bisogno, sono conoscente. Ma cioè sapere che non diritto, quando c'è un'alleanza contro te, quando c'è un attacco, sei obbligato a giustificare. Scuola corsa non passa mica il suo tempo a giustificarsi. Ma quando c'è un attacco, come è fatto qui, senza nominare scuola corsa, perché un poco non hanno mica capito ciò che era tocco qui. Hanno detto è la lingua corsa, no. E Blanquer ha detto dopo, Figlioletta ha fatto un articolo, io ho difeso l'insegnamento bislingue e qui e colombe. E si è obbligato, tanto, quando c'è un attacco, ha giustificato, si è obbligato. Che lo sia una persona, che lo sia un dispositivo, un'istituzione, un associo, è obbligato a dire, Figlioletta, vi sbagliate. È la cosa normale della giustizia di Giarraggio. Bien, Monsieur Sosigny. Io penso appena che ho fatto giustificare, io capisco che c'è la giustificazione momentato, ma c'è capisce di noi che di una strategia che è fatta apposta, che è messa in ballo per attaccare mica solo scuola corsa, mica solo la lingua corsa, ma l'identità corsa. E di una strategia che diventa una trappola. Dunque, ho fatto di giustificarsi, siamo sempre in una reazione di giustificarsi. E la giustificazione domanda un altro attacco che domanda sempre una giustificazione. E siamo sempre nel suo sistema così che a mio avviso manca appena di positivo. Io sono d'accordo con tutto ciò che è detto, con il fatto di sapere che il fatto di parlare il corso per imparare le altre lingue, i idee sono più intelligenti, eccetera, eccetera. Di una verità e di importante. Ma di noi sempre una visione giusto appunto di giustificarsi e di cercare di dare a prova a chi quando si parla corso forse di bene. E io dico francamente sono d'accordo con quello, la sicuro non sono mica a senso contrario, ma se è solo la possibilità di essere intelligente, di capire meglio a scuola, a mio avviso ci sono altre lingue, altre maniere di essere intelligente e di imparare a scuola. Voglio dire così che anche senza il corso si può imparare bene a scuola. Dunque la giustificazione non tiene mica troppo in faccia a gente che sono contro il corso. E questo è quello che voglio dire, non basta mica per conto mio, anche se è bene e di bene e sono da consento. Io quando parlo corso ai movioli, che gli ho un nome corso e che gli parlo un corso, bella sicura, so che hanno imparato meglio le lingue, hanno essere più forse a scuola e tutto questo. So e ne sono contento, ma quando gli parlo corso è perché sono corsi, perché io sono corso, perché sono fiero di essere corso e questo è un'altra fase di qualcosa di più globale che solo una visione scolare per abordare la lingua.
e ho fatto di rammentarsi che non siamo corsi, non voleva mica che non rigusiamo a niente d'altro o che non avevamo qualcosa contro l'altro. Io penso che è il contrario. Quando si sa dando uomo e quando uomo è becco con la sua identità e con la sua cultura e con le sue regole, è assai più facile di essere aperto all'altro ed essere in pace. Ecco, dunque è un affare di noi di servire di ciò che noi siamo, penso che ci vuole avere una visione globale e di noi di ricusare la trappola di giustificarsi sempre perché è una strategia contro così. Madame Acker. Ça marche? Je partage bien évidemment l'analyse et les propositions de mon éminent collègue. Moi, j'ai une petite question d'ordre pratico-pratique concernant les agréments. Est-ce que la structuration de l'enseignement immersif Skolagos n'aurait pas intérêt à se structurer en fédération de manière à obtenir une fois pour toutes et pour tous les établissements à venir des éléments de contractualisation pérennes? Ou est-ce que, comme je ne suis pas professionnelle de ces questions, les agréments sont nécessairement délivrés établissement par établissement? Est-ce qu'une structuration à l'échelle du territoire, sur le principe et avec l'ensemble des moyens, ne serait pas de nature à faciliter effectivement la contractualisation? C'est une question. Merci. Alors, la question est très pertinente. C'est-à-dire que Skolagos comprend une association qui est l'association matrice, qui est Skolagos à fédération. Mais chaque école, que ce soit en Corse, que ce soit au Pays Basque, dans les Icachtola, chez les Bretons, les Bressola, chez les Catalans, chaque école doit se monter en association. Il y a les associations locales, et c'est indispensable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'État ne procède pas à une contractualisation au niveau de l'association mère, mais au niveau, ça doit cibler obligatoirement une association locale et des postes, pas obligatoirement tous les postes. Vous avez des écoles, vous l'avez même dans le confessionnel privé, hein, vous avez des postes, je dirais, mixtes. Certains postes sont contractualisés et d'autres ne sont pas contractualisés. Mais ça, c'est une obligation. L'État, le fonctionnement, tu as bien compris, la procédure fait qu'il doit y avoir pour chaque école. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que des fois, on peut créer ce qui s'appelle, même si ce n'est pas dans la même commune, des annexes. C'est le cas. Luciane est une annexe de l'école de Bigouille, pour des raisons administratives, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a obligatoirement une gestion globale, entre autres concernant les subventionnements de la collectivité de Corse, ça ne passe pas par les associations locales, mais par la Skolagos à fédération. Mais ensuite, au niveau des contractualisations vis-à-vis de l'État, c'est au niveau des associations locales. Moi, je vais dire, pour reprendre ciò che tu hai detto, sono d'accordo al 100%, per mica di a 200%. Di regola si dovrebbe parlare come lo si respira e penso non c'è mica bisogno di giustificare quando tu sei in un momento di respirazione per sapere se tu respiri o mica, è un affare naturale. Skolagos da voi genquane non sentite mica parlare di Skolagos. Skolagos lavora. Sapete, per mettere in piazza un affare così, è un'istituzione. I regolamenti, tutti i problemi di un quotidiano. Un ispettore un giorno diceva si parla più di problemi di gabinetti tappati che di pedagogia. Di problemi in cui i parenti, spesso sapete, che d'altra parte è più interessante a un livello di radio a riflessione degli insegnamenti immersivi. Skolagos non è mica tutti i giorni a giustificarsi, ma oggi è ciò a sapere, è che se veramente a un livello di un tribunale amministrativo l'affare gas come la Dagascar fosse da più tempo, penso che mi sia male. E d'altronde non ci piace tanto di fare pubblicità o di fare buzz, come lo si dice, perché ci sono parenti che hanno i violi in queste scuole qui. E non siamo mica qui per impaurire i parenti, ma un momento dato, quando ci andrà, ci andrà. E oggi vi posso assicurare che l'attacco di Blanquer, così può pare ha fatto la sua cacciata di un giorno, non è mica una cacciata. Come l'ha detto Jean, c'è una strategia. La strategia si mette in piazza oggi, ma il risultato da Gascar, se non fa un'onda, adesso da che un anno, 2 anni. Ma noi non siamo mica nell'affare di un anno, ci scriviamo a andare un lungo andare. E dunque siamo obbligati a giustificarci.
Ecco. Merci. Je crois qu'il y avait Christian Novella. Non. Alors, Monsieur Luciani. Tentare a rispondere appena e precisare lo scopo. Vale a dire che di modo sicuro è vero si parla corso perché se corso è un diritto naturale, ma infatti siamo una Costituzione francese, in un sistema educativo francese e bisogna scombattere con questo, non si può mica cacciare d'un colpo di mani gli affari che sono scritti e di chi noi dipendiamo. Pas dit l'affaire, ils sont français, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a eu déjà des textes qui ont précisé l'enseignement des langues régionales depuis la loi d'Exxon. Il y a eu plusieurs textes qui ont été faits et des politiques qui ont été mises en place, notamment sur l'enseignement bilingue dans les années 85, CAPES régional 90 et les précisions jusqu'à la loi de 2007 qui l'inscrit dans la Constitution. Le problème, c'est que nous sommes ici au cœur d'un débat qui va viser non seulement Scolagours, c'est l'enseignement immersif, mais également, il faut le dire, ce qui est mis en place au niveau du rectorat et de l'académie sur l'enseignement immersif, parce que c'est ça qui est visé. C'est ça qui est visé. Donc, on a deux temporalités. La première, de faire face à ce qui est là maintenant. Et effectivement, c'est l'utilisation de la loi sur le séparatisme qui n'est pas innocente. Je veux dire que c'est dans la hiérarchie, c'est, on va pas revenir à l'historique de l'abbé Grégoire en 1790, dans lequel ça s'inscrit jusqu'aux années 50, mais c'est une attaque de ce niveau. Et à un moment donné, il faut donc parer à ce qui est l'attaque aujourd'hui et puis préparer ce que doit être le système éducatif demain. Donc, je pense qu'il y a à la fois une temporalité qui est d'attaquer Scolagours avec la loi sur le séparatisme, dans la perspective donc d'attaquer l'enseignement immersif, ce qui se passe en Corse au niveau de l'académie et le statut d'autonomie qui est en perspective. C'est tout ça qui est en jeu maintenant. Bien, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Donc, prix Nobel de littérature, je ne sais plus si c'est 1904 ou 1905, Mistral, œuvre en provençal. Ovioli, siamo appena più di un secolo dopo, il provenzale è morto e di ciò che l'affare che ci aspetta a noi, sono fermo mica cosa di ora, si muore chi deve scombattere. Non ti sa fare così, non ce la lascia passare nulla, e attaccare l'Europa, perché l'affare l'adobro di lingua, quando il Tribunale amministrativo ha deciso contro, ce l'andà alla Corte amministrativa d'appello, al Consiglio di Stato, ma ce l'andà all'Europa in noi. Io sono sicuro che l'Europa ci darà ragione. Ce la scombatte sino alla fine. merci. Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir passer au vote de cette motion. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, donc cette motion est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Juste avant de vous libérer, est-ce qu'il y a quelques conseillers qui souhaitent revenir sur la question de la loi de simplification de la vie économique qui a été votée, qui rend optionnel les Césaires, ou vous avez eu suffisamment d'interventions dans mon propos, d'informations dans mon propos introductif? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce problème? Alors, Monsieur Luciani et ensuite Madame Dubreuil-Weck. Non, écoutez, vous avez été très clair sur cette loi. Moi, je pense simplement qu'il faut, nous, en Corse,
faire d'une crise, l'utiliser, je dirais, pour nous, et proposer une redéfinition dans le cas du statut d'autonomie de ce que doit être la seconde assemblée parlementaire de l'île, et la redéfinir quant à ses composantes et avec également les autres composantes, comme par exemple la Chambre des territoires en les fusionnant en une seule. Je pense qu'on doit, nous, travailler sur cette perspective. Tout à fait, merci. Pardon. Oui, mais nous sommes néanmoins la deuxième assemblée de Corse. Voilà, Non, merci. Juste une petite précision Non, mais... Oui, mais ça fait partie des évolutions que l'on peut également proposer dans ce cadre. Je rappellerai que le référendum de 1969 du général de Gaulle prévoyait justement de faire entrer la société civile au sein du Sénat, et qui a été rejeté. Si vous voulez bien attendre que l'autre intervenante puisse prendre la parole avant de vous en aller, je vous remercie. Hélène. Oui, pardon, merci Madame la Présidente. Effectivement, et le rappel de Denis sur 1969 est très intéressant. Moi, ce que je voulais dire, c'est que comme l'a expliqué notre collègue, on sait ce que l'on représente, sauf qu'il faut vraiment, même ici, verrouiller d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, qui sera aux commandes de la CTC, et si le statut d'autonomie, quel qu'il soit, sera passé. Donc ça, il me semble qu'il faut verrouiller la chose, et je voulais savoir, par rapport aux autres régions, le choix optionnel, est-ce qu'il est définitif ou il change à chaque fois que la majorité de la région change? Question qui me paraît évidente, parce que ce que l'on voit en ce moment par rapport à certaines majorités dans certaines régions de France, avec la diminution, au moment de la reconfiguration nouvelle faite par le président Hollande, ce qu'on voit dans certaines régions pose quand même problème sur certains points. Donc ça va être optionnel ou ça va être définitif, une fois que la région a choisi? Merci. Alors, c'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait précisées. Il est probable que ce soit à chaque renouvellement d'élections territoriales que le choix sera fait par l'exécutif. Juste quand même un point de vigilance à avoir pour ce qui nous concerne. C'est vrai que nous sommes, comme dans certaines pays d'outre-mer, nous sommes garantis par le statut particulier de la Corse, puisque nous sommes inscrits dans la loi, et qu'a priori, même s'il y avait des décrets d'application de cette loi, nous ne serions pas concernés, en tout cas quant à notre existence et à l'optionnalité du CESEC. Néanmoins, il est possible, et ça il faudra avoir un point de vigilance là-dessus, il est possible que, comme il y aura des décrets d'application qui vont modifier le CGCT, pour lequel qui gère qui définit, à la fois notre fonctionnement, nos modes de désignation. Donc il va falloir être vigilant, parce qu'il se peut qu'on soit néanmoins affecté par les modifications qui pourraient avoir lieu via de décrets sur le CGCT. Donc on demandera à nos parlementaires et au président et à la présidente d'être vigilants sur cette question. Mais là, je pense qu'il est absolument important qu'on ait présent à l'esprit, et ça, je rejoins tout à fait, je l'avais dit en introduction, ce que dit Denis, c'est qu'à l'occasion justement de ces questions qui sont mises et qui reviendront peut-être dans le projet de loi de décentralisation, si toutefois le Conseil constitutionnel annulait cette disposition, il va falloir que nous, en relation d'ailleurs avec les élus, je pense, on tente de redéfinir le rôle, les missions, la composition, le fonctionnement du Conseil consultatif de Corse, qui me paraît indispensable à la bonne démocratie régionale
surtout en l'absence de conseils départementaux, et effectivement trouver des liens avec la Chambre des territoires, et peut-être aussi avec l'Assemblée d'Adiantou dans des formes à définir. Donc on va avoir un chantier important à mener sur ces questions. Monsieur Bouddha. Oui, très court. Juste, est-ce que l'association Région de France s'est positionnée sur cette question? Parce que visiblement, la loi actuelle, c'est que la responsabilité reviendra au président de région et aux régions. Le cas échéant, peut-on faire remonter à l'association Région de France d'avoir un positionnement ou voilà. Alors ça, c'est déjà fait depuis longtemps, hein, le remonter auprès et même des échanges avec Région de France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu effectivement une motion qui a été prise par Région de France, mais qui n'a pas recueilli le vote de tous les présidents et présidentes. Ils ne sont pas unanimes sur cette question. Il y en a un certain nombre qui sont favorables à l'optionnalité, d'autres qui sont même, je dirais pas pour la suppression, mais presque. Donc, effectivement, ils se sont positionnés. Et il y a même, alors, et l'ambiguïté vient du fait qu'il y a eu certains articles qui ont pu faire apparaître l'idée que finalement les régions souhaitaient avoir plus de pouvoir et plus de compétences. Et qu'au fond, rendre optionnel le conseil consultatif était peut-être aussi une manière de conforter le fait régional. Donc il y a cette ambiguïté aussi. Mais globalement, c'est parce que les régions de France s'appuient aussi sur un principe d'égalité des territoires et d'institutions que sont les conseils consultatifs aujourd'hui inscrits dans la loi. Que effectivement les rendre optionnels les soumet un peu plus au pouvoir politique et hypothèque un peu leur indépendance. Voilà, donc pour répondre définitivement à Hélène, effectivement ce sera modifié à chaque élection territoriale. Que commence, enfin non, excusez-moi, j'enfonce peut-être des fortes portes ouvertes, mais comme je ne suis pas la seule ici depuis ce matin, permettez-moi que je le fasse. Par ailleurs, je voulais dire, c'est pas une plaisanterie, puisque moi j'étais quand même prof de langue à un moment de ma vie. Il faut savoir que les langues vivantes, c'est pas quelque chose qui développe, en tout cas à une certaine époque, qui est du goût des Français. Je veux dire, on a une langue, les Français ne sont pas bons, enfin n'étaient pas bons, maintenant ça a peut-être changé, en langue étrangère. Il y a ça aussi, hein. On s'accroche beaucoup à sa langue. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc s'il n'y a plus de questions, oui. Madame Acker. Pardon. Concernant la réforme éventuelle des statuts, il y a un calendrier qui a été avancé ou pas? Ou ça sera dans le sillage de la réforme constitutionnelle à venir? Pour ce qui concerne le CESEC de Corse. Pour ce qui concerne la modification des statuts des Césaires. Alors non, parce que justement la question c'est d'abord, il y a le recours au Conseil constitutionnel qui peut éventuellement annuler cette mesure, cette disposition. Si elle n'est pas annulée, il y aura probablement des décrets d'application dont on ne sait pas à quelle échéance ils vont être mis en place. Et on ne sait pas non plus de quelle manière ils vont modifier éventuellement le CGCT pour éventuellement, parce que vous savez que initialement l'argument qui avait été mis en évidence pour considérer que les Césaires n'avaient pas d'intérêt, c'était leur coût et leur utilité. Et la question du coût peut revenir sous la forme d'éventuelles suppression des indemnités, par exemple, hein, comme ça. Donc ça, c'est un peu le flou dont on n'a pas encore d'éléments très précis. Alors on va voir là. Hormis le recours devant le Conseil constitutionnel, susceptible sur la base du véhicule législatif, etc., d'invalider les dispositions, est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, dans le cas où ça ne serait pas invalidé, un calendrier de mise en œuvre? Non. Ça n'a pas été débattu. C'est renvoyé au décret d'application, voilà, purement et simplement. Merci. Bon, mais je vous remercie beaucoup, surtout à ceux qui sont restés. Merci. Bonne journée, à bientôt. Et merci aussi à notre équipe administrative et aux techniciens qui a permis la retransmission de notre plénière. Merci, à presto. Bonne journée.